Merci pour l'invitation. Donc, je vais essayer de vous raconter en 1h30 ce qui s'est passé à Fukushima, sachant que c'est 3 ans et demi, donc ça va être une demi-heure par année. Je vais essayer de tenir le rythme et de faire un survol rapide. Donc, c'est basé essentiellement sur les informations depuis donc la catastrophe a eu lieu le 11 mars 2011. Et depuis le 12 mars, le lendemain, sur le site internet de l'ACRO, il y a un suivi quotidien des événements de la catastrophe qui continue encore aujourd'hui. Et c'est essentiellement ma principale source d'information qui se base essentiellement sur les sites internet japonais, la presse japonaise et quelques sites officiels. Et la conférence sera en deux parties. Une première partie, ce qui s'est passé à la centrale, et après les conséquences pour la société, aussi bien économique, sanitaire et ainsi de suite. Et pour la première partie, il y a une seule source d'information qui est l'exploitant. Personne d'autre n'a accès à la centrale, et donc ce qui se passe dans la centrale, c'est complètement contrôlé par l'exploitant du nucléaire, et s'il cache des choses, personne ne le sait. Et donc, que ce soit les médias, tout le monde est tributaire de l'exploitant, parce que c'est un site dangereux, et donc on n'a pas accès, les journalistes. De temps en temps, il y a des visites de presse qui sont organisées, mais c'est l'exploitant qui l'amène où il veut bien lui montrer, et il n'y a pas des journalistes qui peuvent aller fouiner et chercher des informations. Donc c'est un peu une situation comme en temps de guerre, ou en zone de conflit, les journalistes qui vont sur les zones de bataille sont embarqués par l'armée et contrôlés par l'armée, et ne voient que ce que l'armée veut bien leur montrer. Et donc, il y a dans le passé, par exemple jusqu'au 15 mai 2011, TEPCO a dit qu'il y a eu endommagement du combustible de l'arrêt. Et c'est que le 15 mai qu'ils ont admis qu'il y avait eu fusion complète des cœurs des réacteurs, et jusqu'au 15 mai, personne ne les a contredits là-dessus. Et donc il y a peut-être d'autres informations que je vais vous donner qui seront démenties par la suite, mais pour lesquelles personne n'a l'accès. Et la communication de l'exploitant est assez particulière. Donc ça, c'est le premier communiqué de presse de TEPCO que vous pouvez trouver en anglais sur son site internet du 11 mars 2011, et je vous donne le titre. Donc c'est l'occurrence d'un incident spécifique stipulé dans l'article 10, clause 1, des actes pour les mesures spéciales concernant la préparation à l'urgence nucléaire. C'est ce langage. Donc ça, c'est pour prévenir les populations qu'un accident était en cours de démarrage. Donc c'est le langage technocratique qui est dans chaque communiqué. Donc il faut en plus décrypter la communication de l'exploitant. L'autre problème aussi, et la première année, les parlementaires japonais ont créé une commission d'enquête sur l'accident, et ils ont demandé à l'exploitant de lui fournir son manuel d'urgence. Et TEPCO, donc l'exploitant, c'est une photo de la télé japonaise, a noirci 80% du manuel d'urgence quand ils l'ont remis aux parlementaires japonais sous prétexte qu'il y avait du secret industriel. Donc ça a fait un grand scandale au Japon. Et après, donc, les parlementaires ont réussi à avoir le manuel d'urgence complet, mais ça a été vraiment être obligé d'aller chercher les informations. Et donc c'est une des difficultés pour avoir des informations sur l'accident. Donc l'accident lui-même, qu'est-ce qui s'est passé? Donc une centrale nucléaire, c'est une machine à vapeur. Et pour faire de l'électricité, il y a en gros deux méthodes. Soit vous utilisez le soleil et c'est l'effet photoélectrique, soit vous faites tourner des aimants avec les moyens que vous avez. Donc les aimants, vous pouvez les faire tourner avec de l'eau, avec du vent, ou avec de la vapeur. Et donc les machines à vapeur font du courant. Et pour faire de la vapeur, vous pouvez utiliser du pétrole, du gaz, du charbon, ou la fission de l'atome. Et c'est exactement... Donc une centrale nucléaire, la fission de l'atome dégage de la chaleur, et puis la vapeur, comme dans une cocotte minute, sort sous haute pression et va faire tourner une turbine qui va actionner des aimants et faire de l'électricité. Donc c'est le fonctionnement d'une centrale nucléaire. Le point particulier de la centrale nucléaire par rapport aux autres sources d'énergie thermique, c'est que quand vous coupez la combustion, c'est fini, vous avez arrêté la production de chaleur, alors que dans une centrale nucléaire, même si vous arrêtez les réactions nucléaires, la radioactivité résiduelle dégage énormément de chaleur, et il faut refroidir en continu pendant des années pour protéger le combustible, autrement la température monte et il fond. C'est l'accident le plus craint dans une centrale nucléaire. Et pour refroidir le combustible, même la centrale arrêtée, il faut de l'eau de refroidissement et de l'électricité. Le 11 mars 2011, il y a eu d'abord un tsunami qui est arrivé,
Non, il y a eu un tremblement de terre à... ouais, excusez-moi, il y a eu un tremblement de terre à 14h30 le 11 mars 2011 qui a coupé toutes les lignes électriques, donc il n'y avait plus d'apport d'électricité externe, et qui a coupé, qui a arrêté, il y a eu arrêt automatique des réacteurs, c'était prévu en cas de fort séisme, ils se sont arrêtés normalement, il n'y avait plus de courant produit à la centrale, plus de courant qui arrivait de l'extérieur. Donc, a priori, plus de refroidissement, c'est prévu. Il y a des générateurs diesel de secours dans toutes les centrales nucléaires qui se sont mis en route automatiquement et qui ont généré de l'électricité pour refroidir les réacteurs une fois arrêtés. 45 minutes plus tard est arrivée une vague, plusieurs vagues de tsunami. Et donc là, vous avez des photos de l'exploitant. Donc ça, c'est la digue qui faisait 9 mètres de haut, qui était supposée protéger le réacteur du tsunami, a été entièrement submergé par la mer. Et vous allez voir des photos du réacteur prises par ce que vous pouvez trouver sur le site internet de l'exploitant. Donc là, vous avez entre deux bâtiments réacteurs, là, ça vous donne les échelles, vous avez des voitures, et regardez ces cubes, et elles vont être entièrement couvertes d'eau par la mer. Donc là, c'est quand le tsunami était au plus haut, vous voyez la cuve de tout à l'heure, les voitures qui se mettent à flotter, et quand il y a eu retrait de la vague, voilà ce qui est arrivé. Tout était cassé, les diesels étaient en sous-sol des mers, ils ont été noyés. L'unique source de courant qui restait n'était plus valable, il n'y a plus de refroidissement des cœurs des réacteurs, et c'est comme ça que la catastrophe a commencé. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo pédagogique qui vient de... qui passait à la télévision japonaise. Et donc les réacteurs de la centrale de Fukushima sont donc par deux, il y a deux bâtiments réacteurs l'un à côté de l'autre, des bâtiments turbines qui étaient du côté marin, du côté de l'océan, et ce sont des réacteurs de type eau bouillante, c'est pas les mêmes. Nous, en France, on a des réacteurs à eau sous pression, donc c'est la température, la pression ne sont pas la même, mais c'est toujours des machines à vapeur. Et à l'intérieur, qui sont parmi les plus anciens en plus du Japon. Donc là, c'est le type Mark I, et donc c'est Boiling Water Reactor, BWR. Et donc on sait qu'une centrale nucléaire c'est dangereux, donc la cuve, qui est la cocotte minute, est en plus dans un espèce de coffre-fort qu'on appelle l'enceinte de confinement, qui doit protéger le tout en cas d'accident. Et donc là, vous avez l'enceinte en rouge au milieu, la cocotte minute, c'est-à-dire où a lieu la réaction nucléaire, le combustible, et autour une enceinte de confinement qui doit maintenir la radioactivité en cas de problème, qui est une espèce de coffre-fort. Et donc, à partir du moment où il n'y a plus de courant, l'eau qui est contenue dans la cuve s'évapore. Tant qu'il y a de l'eau, ça reste aux alentours de 100 degrés, un peu plus parce que la pression est élevée. Et puis, il ne se passe rien, mais l'eau s'évapore. Et quand il n'y a plus d'eau, la température peut remonter et elle peut atteindre des milliers de degrés. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé. Comme il n'y avait plus d'eau de refroidissement qui était pompée à l'intérieur des réacteurs, l'eau s'est évaporée, les barres de combustible se sont retrouvées dénoyées, et puis la température s'est mise à augmenter fortement, et on est arrivé à ce cas-là. Et donc à partir de 2800 degrés, la gaine métallique qui entoure le combustible nucléaire s'est mise à fondre, et puis on a fusion, donc ça fond comme un glaçon fond. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et là, il y a marqué qu'il y avait seulement 30 minutes après qu'il n'y ait plus d'eau dans le réacteur. Ça va très très vite, le refroidissement. Et donc le combustible, ce magma de combustible très chaud qui est à plusieurs milliers de degrés, s'accumule au fond de la cuve. Là, donc là, on est 1 heure après le dénoyage, et a percé la cuve de combustible, la cuve du réacteur. Donc vous allez voir ce magma qui va couler. Et donc il y a percement, et en dessous il y a un radier en béton qui est supposé retenir ce combustible, ce magma qu'on appelle le corium. Et là il s'est passé pratiquement 3 heures après la perte de refroidissement. Et donc il y a encore une image, et le béton. Et donc il y a en dessous, je crois à peu près 1 mètre de béton, et donc TEPCO, personne ne peut aller voir parce que la radioactivité sur place est tellement phénoménale qu'aucun être humain peut approcher. Et donc TEPCO a fait des calculs et a montré que
le béton a pu être rongé jusqu'à 60 cm à peu près à l'intérieur, au bas du réacteur, mais n'aurait pas percé la dalle en béton en dessous. Donc ça arrive sur la dalle en béton, et là, donc, ce magma chaud a commencé à ronger le béton, mais n'aurait pas traversé, d'après l'exploitant. Donc ça, c'est l'accident. Maintenant, la vaporisation fait qu'il y a énormément de gaz à l'intérieur de la cuve du réacteur. Le fait que les gaines aient fondu, toute la radioactivité qui était contenue à l'intérieur des barres de combustible est libérée, et on a la pression qui augmente à l'intérieur de la cuve, et après à l'intérieur du coffre-fort. Si la pression augmente et que le coffre-fort casse, on ne peut plus maintenir le confinement. Et donc, il a été décidé d'ouvrir les vannes, de dépressuriser le bâtiment, de dépressuriser l'enceinte de confinement en relavant des gaz qui sont radioactifs pour protéger et éviter qu'elle explose et qu'elle soit complètement démontée. Et dans les gaz, il y avait de l'hydrogène. Pourquoi? Parce que la gaine des combustibles, c'est du zirconium, et c'est un catalyseur, et l'eau, la vapeur d'eau sur le zirconium crée de l'hydrogène. Et l'hydrogène, dès que vous en avez 4% dans de l'air, ça peut exploser. Et donc de l'hydrogène s'est accumulé dans les bâtiments réacteurs et a explosé. Et il y a eu l'explosion hydrogène, donc ensuite, au bout de 24 heures. Donc voilà ce qui s'est passé pour le réacteur numéro 1. Et donc là, vous avez une photo aérienne de la centrale nucléaire qui date de mars 2011. Donc la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, donc Daiichi ça veut dire numéro 1. Vous avez le réacteur numéro 1 qui est là, qui était en fonctionnement au moment du séisme, qui s'est arrêté automatiquement. Il y a eu fusion complète du cœur, explosion hydrogène. Le réacteur numéro 2 qui est là était en fonctionnement au moment du séisme. Il y a eu arrêt immédiat, fusion complète du cœur. Il y a eu un bruit d'explosion qui n'a pas détruit le bâtiment réacteur. Après, TEPCO est revenu et a dit non, il n'y a pas eu d'explosion hydrogène. C'est un point qui reste mystérieux. Le réacteur numéro 3 est ici. Il était en fonctionnement au moment de la catastrophe, au moment du 11 mars 2011. Pareil, il y a eu fusion complète du cœur, explosion hydrogène qui a détruit le bâtiment réacteur. Le réacteur numéro 4 est ici. Celui-là était entièrement... Le numéro 3, en plus, il a du combustible MOX, qui est un mélange de plutonium et d'uranium. Donc c'est un peu spécial, et donc la température de fusion est plus basse par rapport au combustible classique. Et le réacteur numéro 4, ici, était complètement arrêté au moment de la catastrophe, le 11 mars 2011. Le combustible était complètement déchargé, la cuve était vide. Donc il n'y a pas eu de fusion du cœur, mais il a explosé. Alors comment est-ce qu'il y a eu explosion hydrogène, et comment est-ce que TEPCO explique ça? Il partage la cheminée avec le réacteur numéro 3, et de l'hydrogène du réacteur numéro 3, dans la cheminée, il y avait des vannes qui étaient par défaut en position fermée au lieu d'être en position ouverte, et remonté et allé dans le réacteur numéro 4, et a fait exploser le bâtiment du réacteur numéro 4. Il y avait plus loin, toujours à la centrale de Fukushima Daiichi, les réacteurs 5 et 6, qui sont de l'autre côté, plus au nord, mais un peu plus loin, une centaine de mètres, qui sont les plus récents. Ces deux réacteurs 5 et 6 étaient arrêtés le 11 mars 2011. Le cœur était partiellement déchargé, il y avait un tiers au moment du renouvellement. Tous les ans, au bout d'un an et demi à peu près, on arrête les réacteurs, entre un an et un an et demi, ça dépend des technologies, on arrête les réacteurs, on enlève un tiers du combustible usé, on met un tiers de combustible neuf avant de redémarrer. Donc c'était l'état dans lequel étaient les réacteurs 5 et 6. Donc ils ne fonctionnaient pas, il fallait quand même les refroidir pour le combustible qui était dedans, mais les diesels de secours étaient côté terre et pas côté mer, pour les réacteurs 5 et 6, et donc ils ont réussi à sauver un diesel de secours, maintenir l'électricité et sauver les réacteurs 5 et 6 de la catastrophe. Ce qui s'est passé aussi, il y a à 12 km au sud, la centrale de Fukushima Daini, qui est une autre centrale du même exploitant, avec 4 réacteurs. Là-bas, il a failli y avoir la même chose. Bon, je ne sais plus combien fonctionnaient. De mémoire, il y en avait 2 qui fonctionnaient, 2 qui étaient arrêtés. Mais ils ont trouvé du courant à 9 km, une ligne électrique avec du courant à 9 km, et ils se sont dépêchés en quelques heures de tirer un câble sur 9 km, de ramener le courant à la centrale, et ils ont sauvé la centrale de Fukushima Daini. Plus au nord, dans la province de Miyagi, donc là on est des centaines de kilomètres au nord, il y a une autre centrale nucléaire qui s'appelle Onagawa, qui est exploitée par un autre exploitant,
Et là-bas, l'ingénieur qui a construit la centrale, et sa hantise, c'était les tsunamis et les séismes, et il s'est battu toute sa vie pour qu'il y ait une digue anti-tsunami qui était la plus haute du Japon, et le tsunami est venu effleurer la digue, il n'a pas traversé, il n'a pas été noyé, il a été sauvé. Cet ingénieur en chef est décédé depuis longtemps, mais il a sauvé, de manière posthume, la centrale de Onagawa. Et plus au sud, dans la province d'Ibaraki, donc plus près de Tokyo, il y a un des plus vieux réacteurs, qui est le réacteur de Tokai. Et là, c'est encore un autre exploitant. Et à Tokai, en fait, le risque de tsunami avait déjà été réévalué en 2004. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2004, donc il y a 10 ans, toute la Thaïlande et l'Asie du Sud-Est avaient été fortement abîmées par un tsunami. Comme il y avait beaucoup de touristes occidentaux, les médias occidentaux en ont plus parlé que les autres tsunamis. Et donc, le Japon, à cette époque-là, s'est dit: est-ce qu'il ne faut pas réévaluer le risque de tsunami? La réponse était oui. Donc, il y avait eu conseil pour les exploitants du nucléaire de rehausser les digues. TEPCO n'a rien fait. À Ibaraki, ils avaient commencé à rehausser la digue. Ils ont sauvé un diesel de secours et ils ont sauvé la centrale. Et donc, finalement, sur toutes les centrales qui ont été exposées au tsunami, c'est la centrale de Fukushima Daiichi qui a souffert le plus, et il y a eu 3 accidents nucléaires simultanés sur la même centrale. Une petite chronologie, donc du 11 mars 2011, pour vous montrer un peu la vitesse à laquelle c'est allé. Donc à 14h46, il y a eu le séisme. 15h27, l'arrivée du tsunami. D'après la reconstitution faite par l'exploitant, en fonction des données sur la température, la pression, des calculs, il estime qu'à 16h40, donc 1 heure après le tsunami, les barres de combustible du réacteur numéro 1 commencent à être exposées. Il y a plus de... Elles commencent à sortir de l'eau. 2 heures après le tsunami, elles sont complètement dénoyées. Donc 2 heures après le tsunami, elles sont complètement dénoyées. Et puis 3 heures après le tsunami, la température commence à atteindre 2800 degrés. Et 4 heures après le tsunami, il y a le début de la fusion du cœur. Donc c'est allé très vite. L'ordre d'évacuer les habitants dans un rayon d'abord de 3 km avec confinement jusqu'à 10 km est arrivé à 21h23 le premier jour. Et les premiers camions avec des générateurs de secours sont arrivés à 23h le premier jour. Pourquoi si tard? Il y avait les routes qui étaient endommagées par le séisme et des gens qui fuyaient, qui ont créé des embouteillages. Quand les camions générateurs sont arrivés, ils n'avaient pas les câbles de branchement pour tirer, pour amener jusqu'au réacteur. Donc il a fallu renvoyer un ordre d'envoyer des câbles, et ça n'est que le lendemain que le branchement électrique a eu lieu. Le 12 mars, donc le lendemain, vers 2h30 dans la nuit, la pression dans le réacteur numéro 1 atteint pratiquement le double de la pression normale. Il faut absolument dépressuriser l'enceinte de confinement de peur qu'elle explose. Mais avant, il faut évacuer les gens. Donc il y a à 5h40 du matin, décision d'évacuer jusqu'à 10 km pour pouvoir dépressuriser et relarguer de la radioactivité dans l'atmosphère. Et à 5h46 du matin, ils arrivent enfin à injecter de l'eau dans le réacteur numéro 1 grâce à un camion pompe, un camion de pompiers. Et 9 heures plus tard, ça s'arrête, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau de refroidissement. L'arrivée d'eau était aussi cassée par le séisme et les cuves de réserve d'eau étaient vides. Et puis, vers 8h40, avant même la dépressurisation, les balises détectent de la radioactivité assez élevée, des éléments à vie courte, à 6 km de là, et la dépressurisation du réacteur a lieu vers 10h17 le lendemain. Et vers midi, comme il n'y a plus d'eau de refroidissement, TEPCO envisage d'utiliser de l'eau de mer pour refroidir, de l'eau salée qui est corrosive, donc apparemment elle aurait hésité. Il y a eu des hésitations sur l'utilisation de l'eau de mer. Et vers 14h30, il y a une nouvelle décompression du réacteur, et à 15h, l'électricité est enfin rétablie au réacteur numéro 1, grâce au camion générateur et au câble, et à 15h36, il y a l'explosion hydrogène, qui fait sauter tous les câbles, toute l'électricité, et il faut tout recommencer. Il s'est passé 24 heures. En 24 heures, pour le réacteur numéro 1, la messe était dite, il y a eu fusion complète du cœur, largage massif de radioéléments dans l'atmosphère, explosion hydrogène. Donc c'est allé très très vite pour le réacteur numéro 1. Pour les autres réacteurs, ça a mis un peu plus de temps.
Donc il y a dans les communiqués de presse des premiers jours, le 13 mars, mention de 13 flash neutrons. Donc est-ce qu'il y a eu reprise de réaction nucléaire? C'est un grand mystère. Les rapports d'enquête ne le mentionnent pas du tout. Mais est-ce que c'est une erreur? Est-ce que je ne sais pas trop? Et explosion hydrogène du réacteur numéro 3. Et dans la nuit du 14 au 15 mars, donc là c'est un grand débat au Japon. Encore, il n'y a pas longtemps, il y a encore eu énormément de débats à ce propos. Le directeur de TEPCO, la compagnie, aurait appelé la cellule de crise du Premier ministre dans la nuit du 14 au 15 mars, après les explosions hydrogènes, après perte de contrôle totale des réacteurs. On évacue complètement la centrale, on s'en va. Le Premier ministre aurait hurlé en lui disant « Vous sacrifiez vos employés s'il le faut, mais il est hors de question que vous abandonniez la centrale ». Et le Premier ministre se présente comme le sauveur du Japon parce qu'il a ordonné à TEPCO de rester et de ne pas tout abandonner. Le directeur a dit « Je n'ai jamais dit ça, j'ai été mal compris, c'était évident qu'on allait évacuer le personnel surplus, pas inutile, pas indispensable, et ne laisser qu'une cinquantaine de personnes indispensables. » Donc et il n'y a pas d'enregistrement, et il n'y a aucun compte-rendu officiel. Donc ça restera, je pense, pour toujours la parole du gouvernement. Tous les ministres soutiennent le Premier ministre contre la parole de l'exploitant, et je pense qu'on n'aura jamais la vérité. Après, il y a eu en plus une polémique qui a eu lieu cette année. Il y a eu une commission d'enquête, il y a eu plusieurs commissions d'enquête, une par le Parlement, une mise en place par le gouvernement et une par une fondation privée. Celle du gouvernement a enregistré les témoignages de nombreuses personnes, de 770 personnes, qui n'ont pas été rendues publiques. Et le témoignage du directeur de la centrale, pas le directeur à Tokyo, qui a téléphoné au Premier ministre, a fuité dans la presse. Le journal Asahi Shimbun, qui est l'un des principaux quotidiens, a publié les bonnes feuilles, et il apparaissait que dans la matinée, juste après l'explosion du réacteur numéro 2, un bruit d'explosion dans le réacteur numéro 2 dans la matinée du 15 mars, le directeur de la centrale a dit aux personnes sur place « Éloignez-vous avant qu'on voit ce qui s'est passé et préparez-vous à vous revenir ». Et les gens ont mal compris l'ordre et ils sont partis à l'autre centrale nucléaire d'Aini, à 12 km. Ils ont enlevé entièrement leurs masques, leurs combinaisons et tout ça, et il faut pratiquement 1 heure pour se rhabiller. Et donc, est-ce qu'ils ont désobéi aux ordres et ils ont fui, ou est-ce qu'ils ont mal compris l'ordre? Ça a été le sujet de la polémique. Le quotidien Asahi a un peu surinterprété l'interview du directeur, a dit que les employés avaient fui en désobéissant aux ordres. D'autres journaux ont eu après un procès, ils ont dit c'est pas ce qui est écrit, et le journal Asahi est revenu sur ses dires, et il a dit ok, on a surinterprété, il s'est excusé, et les 2 journalistes ont démissionné de mémoire. Et donc, mais la polémique a été relancée là-dessus, et il y a un peu une mélange après, dans quelques médias occidentaux ont mentionné ça, mais ont mélangé le directeur, le PDG à Tokyo et le directeur sur place. Donc il y a eu 2 événements, il y a eu le coup de fil du PDG à Tokyo pendant la nuit, là je pense que ce n'est pas remis en cause, et le fait, est-ce que le directeur sur place de la centrale, et le directeur de la centrale, il est décédé depuis d'un cancer de l'œsophage qui n'est pas lié à l'accident, c'était un grand fumeur, et donc il ne peut même plus rétablir la vérité, il ne reste que ces 400 pages de témoignages enregistrés. Et donc, face à la polémique, le gouvernement a publié les 400 pages de témoignages du directeur de la centrale. Donc cet événement a fait encore débat en 2014. Est-ce que dans la nuit du 14 au 15, l'exploitant a voulu abandonner la centrale ou pas? Et juste pour une histoire de calendrier, donc l'électricité du réseau, c'est-à-dire extérieur, reviendra 10 jours après la coupure, et l'eau douce 14 jours après la coupure. Et donc, même une fois la fusion faite, le corium, donc fondu, continue à rester très chaud et il faut le refroidir. Encore maintenant, il faut refroidir et il faut refroidir pendant des années et des années. Et donc, au début, ils ont utilisé des lances à incendie, mais les pompiers prenaient des fortes doses. Donc après, ils ont utilisé aussi des camions anti-émeutes qui peuvent asperger les manifestants pour injecter de l'eau dans les tuyaux et refroidir. Et ceux-là, on pouvait les contrôler par télécommande. Et puis après, des camions à béton, comme vous pouvez voir ici, qui versent de l'eau dans la piscine du combustible usé. Vous voyez la vapeur d'eau, à cause de la chaleur qui se dégage, c'est le réacteur numéro 4.
Et cette eau, donc TEPCO a versé de l'eau pour refroidir, continue à verser de l'eau. Et comme tout est percé après les combustibles, où est-ce que ça va? Ben, cette eau, elle a fini par s'accumuler dans les sous-sols. Donc les sous-sols sont complètement remplis d'eau radioactive. Il y a des galeries souterraines pour les tuyaux et les câbles qui vont dans le bâtiment turbine, et puis il y a des tuyaux qui vont à la mer, et donc il y a des galeries souterraines qui sont aussi, tout est noyé d'eau excessivement radioactive parce qu'elle a été en contact avec les combustibles avant pour le refroidissement. Et puis à force de verser, ben ça a débordé dans la mer, et puis il y a eu fuite, la plus forte fuite radioactive dans l'océan depuis qu'on a un exploit des réacteurs nucléaires. Si TEPCO arrêtait de verser de l'eau, ça allait réchauffer de nouveau des gaz qui partent. Si TEPCO continuait à verser de l'eau, ça allait dans la mer. Donc ils se sont retrouvés face à une situation ingérable. Donc ils ont commencé à pomper l'eau des sous-sols, ils l'ont mise dans des cuves et ils ont lancé un appel d'offres au mois d'avril 2011 pour construire une station de décontamination de l'eau en urgence. Et ils ont eu un seul candidat qui a été le consortium Curion aux États-Unis et Areva en France qui, en juin 2011, ont construit une station de traitement des eaux usées, des eaux contaminées, mais elle n'a jamais réellement bien fonctionné, elle tombait toujours en panne, et en octobre 2011, elle a été remplacée par une autre construite par Toshiba, mais ils ont eu 4 mois de plus, et qui retire essentiellement le sel de l'eau de mer, les huiles et le césium, qui est un des éléments radioactifs qui domine dans cette eau contaminée. La station Areva a été maintenue en secours jusque cette année, et là, elle est en cours de démantèlement. Et puis, donc, ce qu'a découvert TEPCO, c'est qu'ils injectaient à peu près, bon, à l'époque, je ne sais plus, mais actuellement, ils injectent 300 mètres cubes par jour d'eau pour refroidir les 3 réacteurs qui ont fondu, et ils en pompaient 700. Autrement, le niveau ne baissait pas. Et donc, il y a à peu près 400 mètres cubes d'eau par jour, en plus, qui vient en fait de la nappe phréatique, qui pénètre dans les sous-sols, qui se mélange à l'eau de refroidissement, et donc le stock d'eau contaminée augmente de 400 mètres cubes par jour, encore actuellement. Ce problème-là n'est pas résolu, je vais revenir là-dessus. Et donc le refroidissement s'est un peu amélioré. Je vais vous montrer une vidéo de TEPCO qui date de septembre 2012. Donc au début, c'est du blabla, du PowerPoint, et vous avez des images de la centrale qui vous montrent le refroidissement en circuit fermé, entre guillemets, qui est présenté par la centrale. Donc il y a des cuves pleines d'eau de secours, cette fois-ci, il n'y a pas de problème. Il y a avec des tuyaux qui tournent, des camions pompiers, pompes qui sont prêts à intervenir avec des diesels si jamais il y a une nouvelle coupure, et un nouveau séisme et un nouveau tsunami. Et là, vous avez le circuit de refroidissement primaire des réacteurs qui sont sur la falaise à 30 mètres d'altitude par rapport au niveau de la mer. Et ce sont les pompes d'injection de l'eau de refroidissement dans les réacteurs. Et c'est encore le cas actuellement, sauf que le premier hiver, tout a gelé. Donc ça a été recouvert d'isolant et on ne voit plus. Mais à ma connaissance, c'est toujours des camions, des pompes en haut de la falaise qui s'occupent du refroidissement. Et on est à 34 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et je vais essayer d'accélérer un peu. Et donc ici vous avez ça doit être le circuit de secours. Voilà, donc ça c'est le circuit de refroidissement primaire. Et là vous voyez des gens qui travaillent sur le site, donc des travailleurs qui ressemblent beaucoup à celui de l'affiche, qui vont contrôler le... Je sais pas, la vidéo elle avance pas. Je sais pas pourquoi. Et ici, donc vous avez, cette image est assez impressionnante parce que vous avez des diesels de secours qui sont prêts à fournir de l'électricité, et puis le circuit de refroidissement de secours, un deuxième circuit de secours qui est prêt à démarrer. Et s'il y a une image, je ne sais pas pourquoi, il y a vraiment des... Bon.
Ah voilà, donc ça, cette image pour moi est vraiment impressionnante. Donc c'était en septembre 2011, pardon, excusez-moi. Vous avez le circuit de refroidissement primaire, les diesels de secours et le circuit de refroidissement secondaire. Imaginez qu'il y ait une explosion ou une panne sur le primaire, le secondaire et le secours n'est plus disponible. Donc d'avoir mis le secours à côté du primaire, pour moi c'est une hérésie. Je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, mais c'est assez effarant. Je trouve ça assez effarant d'avoir mis le système de secours juste à côté du circuit primaire. Et puis à la fin, ben, vous voyez les... Donc, je vais vous montrer. Donc après, vous avez les tuyaux qui traversent toute la colline comme ça et qui descendent au niveau de la mer pour aller refroidir. Donc il y a des kilomètres de tuyaux sur le site de la centrale. C'est le circuit de refroidissement qui injecte l'eau jusque dans les réacteurs. Et à la fin, vous avez les personnels là qui sont en train de régler le débit d'eau qui sert au refroidissement de la centrale en actionnant ces vannes. Donc voilà le système de refroidissement actuel des réacteurs, qui est un système assez bricolé. Il y a eu plusieurs pannes, en particulier, ce qui avait défrayé la chronique, il y avait une souris qui avait rongé des câbles, qui avait fait une panne électrique, et il y avait 9 installations qui sont tombées en panne, et ainsi de suite. Donc c'est encore refroidi de façon bricolée, comme ça, actuellement. Ensuite, on arrive là au printemps, donc pratiquement un an après, le 28 février 2012. Et le 28, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Pour l'interdiction de survol de la centrale a été levée par les autorités, et donc toutes les télés japonaises ont envoyé des hélicoptères filmer. Et on a eu les premières images libres, entre guillemets, de la centrale nucléaire. Et donc ça, c'est un reportage d'une des télévisions japonaises que je vais vous montrer, qui date du 28 février 2012. Et donc vous allez voir la centrale depuis la... Donc ici, il y a le réacteur numéro 4, qui était en cours de démantèlement, le 3, le réacteur numéro 2, qui n'a pas eu de destruction du bâtiment, et le 1, qui était là-haut, avait été recouvert par un chapiteau. Donc ça, c'est le réacteur numéro 4. Vous avez le couvercle de la cuve ici, qui est la cocotte minute, parce que l'enceinte de confinement était ouverte, et on voit ça. Et vous voyez la destruction du bâtiment. Alors là, le démantèlement a commencé, et toute cette partie élevée n'existe plus, a été complètement érasée, et il y a une structure qui a été reconstruite par-dessus, que je vais vous montrer par la suite. Et donc après, là, je ne vais pas y toucher pour accélérer, parce que ça ne marchait pas. Et donc là, vous voyez donc, le couvercle de la coquille minute. On passe au réacteur numéro 3, qui est juste à côté. Donc là, il y a eu fusion du cœur. Et donc le débit de dose dans les réacteurs où il y a eu fusion du cœur est tel qu'aucun être humain ne peut pénétrer. Alors que dans le réacteur numéro 4, des êtres humains peuvent pénétrer. Donc c'est une grande différence. Et là, le journaliste qui était dans l'hélicoptère dit la piscine de combustible, elle est sous cet enchevêtrement là, ici, et on n'arrive même pas à voir la piscine, tellement il y a de poutrelles, il y a un mikado de poutrelles par-dessus. Le réacteur numéro 3, toute cette partie, tous ces débris ont été enlevés depuis, et avec des grues télécommandées. Il n'y a aucun être humain qui n'a pénétré. C'est assez impressionnant. Ensuite, vous allez voir le réacteur numéro 2, ici, qui lui, donc le bâtiment réacteur n'a pas été détruit, et comme il allait s'emplir d'hydrogène et qu'il y avait un risque, à un moment, ils ont même pensé faire appel à l'armée qui tire un obus pour faire des trous et que l'hydrogène s'en aille. Bon, cette idée-là, heureusement, n'a pas été retenue, mais ils avaient même pensé à ça. Et celui-là, il n'y a pas eu de destruction du bâtiment réacteur. Et enfin, il y a le réacteur numéro 1 qui a été couvert par un chapiteau pour limiter les infiltrations d'eau de pluie et la dispersion de radioéléments. Et puis, grâce à ces images, je vous ai dit que TEPCO pompait l'eau, la mettait dans des cuves, 400 mètres cubes par jour. Et en fait, les Japonais ont découvert ce que ça voulait dire, pomper 400 mètres cubes par jour. Ça, c'est 1000 mètres cubes. Vous voyez un être humain là. Et c'est une cuve comme ça tous les 2 jours qui se remplit. Et donc tout le site de la centrale est maintenant couvert de cuves de cette taille-là, vous voyez les humains et les voitures, et il y a plus de 100 000 mètres cubes d'eau contaminée qui s'ajoutent, et tous les 2 jours, c'est une nouvelle cuve qui se rajoute, parce qu'ils pompent de l'eau souterraine, et c'est encore le cas maintenant. Les premières cuves ont été mises comme ça, et en plus ça a été fait dans l'urgence, donc les premières cuves étaient d'occasion, et elles avaient une durée de vie de 3-4 ans, c'est-à-dire qu'il va falloir les remplacer, parce qu'elles ne tiendront pas longtemps. Donc ça, c'est le problème de l'eau reste
encore aujourd'hui, le problème numéro 1 de la centrale. Et donc là, on se représente ce que c'est. Et TEPCO n'avait jamais communiqué sur cette eau, ces cubes, et donc les Japonais ont découvert le problème à ce moment-là. Et là, vous avez le réacteur numéro 4, et si vous regardez bien, il y a des êtres humains, il y en a un là-haut, il y en a ici, qui sont en train de travailler au démantèlement de la centrale un peu partout. Donc ce réacteur numéro 4, maintenant, est complètement propre. Quand on voit les images actuelles, on a l'impression d'être dans un réacteur neuf, parce que tout ça, tout le haut a été démantelé. Et ils ont reconstruit un bâtiment réacteur. Donc c'est assez impressionnant la vitesse à laquelle c'est allé. Vous voyez des êtres humains qui participent au démantèlement, ce qui n'est absolument pas possible pour les réacteurs 1, 2 et 3. Donc voilà pour les images à peu près un an après. Donc c'est posé un autre problème au niveau des réacteurs, c'est les piscines de combustible. Donc là, vous avez retrouvé la cuve, qui est la cocotte minute, le coffre-fort, l'enceinte de confinement, et puis le combustible usé est mis dans des piscines où ils sont refroidis, qui se trouvent être au 4e étage, au 5e niveau, dans les réacteurs, ici. Et puis, comme il y a eu une forte secousse des explosions hydrogènes, la structure de soutènement a été endommagée, et si jamais il y avait une fuite dans ces piscines et qu'on ne pouvait plus refroidir, c'était beaucoup plus grave parce qu'il n'y a pas d'enceinte de confinement et donc tout allait partir dans l'environnement. Et donc dans les premiers jours, le Premier ministre japonais a demandé à ses experts un rapport sur le scénario du pire. Et le scénario du pire, c'était la piscine du réacteur numéro 4 qui était la plus chargée. Une nouvelle secousse crée une fissure. Donc même si on verse de l'eau, on ne peut plus refroidir et tout se met à fondre. Et là, il fallait évacuer jusqu'à 250 km d'après les calculs fait à la va-vite à l'époque. 250 km, on arrive à Tokyo, on arrive dans la partie nord de Tokyo, et Tokyo, l'agglomération, c'est 35 millions d'habitants. Donc c'était la fin du Japon, d'une certaine façon. Et donc là, donc ce scénario catastrophe n'a été rendu public que 6 mois plus tard, mais le Premier ministre l'avait sur son bureau pendant les premiers jours. Fort heureusement, ce scénario n'a pas eu lieu, les piscines ont tenu et il n'y a pas eu de problème. Et très rapidement, pour le réacteur numéro 4, au mois de juin, dès le mois de juin, TEPCO avait renforcé toute la structure de soutènement de la piscine du réacteur numéro 4. Mais ça a été un sujet d'angoisse, même après, de polémique dans les années après. Et ça, donc c'est une vidéo de la piscine mise en ligne par l'exploitant. Et donc vous voyez des débris, donc ça ce sont les combustibles usés, les assemblages de combustibles usés, vous voyez une échelle, vous voyez des débris qui sont tombés dus à l'explosion hydrogène. Là. Et vous voyez des bulles qui sont liées à la chaleur dégagée par le combustible usé. Et donc tout ça, ça a été nettoyé, il n'y a plus de débris. TEPCO a commencé à enlever les barres de combustible usé de la piscine du réacteur numéro 4 et a quasiment fini de la vider. Là, le mois prochain, elle sera vide. Ça sera fini pour le réacteur numéro 4. Et donc, la menace liée à la vulnérabilité des piscines, donc la structure a été endommagée par le séisme et l'explosion hydrogène, c'est ce que je vous ai déjà dit. L'eau est descendue jusqu'à 1,5 m au-dessus des barres, alors qu'il y en a 7 mètres d'habitude, parce que quand on les lève, elles doivent rester entièrement dans l'eau. Et donc, ils avaient, sans apport massif d'eau, le dénoyage aurait eu lieu en mai, donc il y avait du temps, mais en cas de fuite, là, en 7 à 8 heures, il pouvait y avoir fusion après la perte du refroidissement. Donc, et sans enceinte de confinement pour tenir. Et donc le retrait des combustibles a commencé en 2013 pour le réacteur numéro 4. Donc là vous avez le réacteur numéro 4 en septembre 2011. En juillet 2012, donc toute la partie haute que vous avez vue sur la vidéo a été retirée, complètement démantelée. Et puis, après ils ont construit une plateforme, ils ont retiré un assemblage de combustible à la main. Là, c'est du neuf, parce que si c'était du combustible usé, il serait tellement irradiant que ces personnes seraient mortes. Donc c'est du neuf qu'on peut toucher à la main. Et pour voir s'il était endommagé, il n'était pas endommagé. Et donc ils en ont déduit qu'ils pourraient aller rechercher le reste. Ils ont reconstruit une structure. Donc là, on est au niveau du réacteur numéro 4. La piscine de combustible est nickel. Ils ont reconstruit un pont palant pour aller chercher les combustibles. Et ils sont en train de finir de vider cette piscine de cette façon-là. Ils prennent 22 assemblages, ils les mettent dans cette cuve-là qui est pleine d'eau. Cette cuve est mise au niveau du sol, elle est décontaminée, posée sur un camion et amenée 100 mètres plus loin à une piscine de combustible commune au niveau du sol qui présente moins de risques en cas de fort séisme. Et
Là, les chiffres, c'était... ils ont retiré 80% de la piscine. Ils ont déjà vidé 80%. Normalement, en novembre, cette année, 2014, ils ont fini. La piscine combustible numéro 4 est vide. Le problème, cependant, c'est que dans la piscine du réacteur numéro 4, il y a 3 assemblages qui sont endommagés, mais ils étaient déjà endommagés avant l'accident. Et donc, ils sont un peu tordus, fissurés, et je ne sais pas comment ils vont les retirer. C'est pas bien clair. Pourquoi? Ils étaient dans les sous-sols, ils ont tous été noyés, et donc les gens qui sont intervenus en urgence dans les premiers jours allaient sans dosimètre, donc on ne connaît pas la dose qu'ils ont prise. Il y avait seulement le chef d'équipe qui avait un dosimètre, le chef d'équipe était parfois en retrait, ce n'était pas lui qui était le plus exposé. Donc ça pose un réel problème. La limite de dose pour nous, le public, est de 1 millisievert par an. Pour les travailleurs du nucléaire, c'est de 20 millisieverts par an. Elle a été montée à 250 millisieverts pendant la catastrophe nucléaire, pour pouvoir faire face à la catastrophe. Certains sous-traitants sur place ont utilisé des limites plus basses. Les pompiers ont fixé des limites plus basses. L'armée japonaise, quand elle est intervenue, a fixé des limites plus basses. Donc, en fonction des... Après, certaines compagnies ont mis plus. Mais les travailleurs du nucléaire ont eu une limite de 250 millisieverts. Elle a été dépassée pour 6 personnes officiellement. Et puis, de nos jours, il y a encore une cinquantaine d'experts qui ont toujours cette limite de 250 parce que, autrement, ils ne pourraient plus pénétrer à la centrale. Ils ont déjà dépassé la limite actuelle qui est revenue à 50 millisieverts par an en maximum et 100 millisieverts sur 5 ans, ça avait 20 millisieverts par an en moyenne au Japon. En France, c'est strictement par an. C'est la petite différence. Et puis, ces travailleurs souvent dorment dans des dortoirs qui sont dans les zones évacuées à proximité et où ils continuent à prendre des doses, ça n'est pas pris en compte. Quand ils quittent la centrale, ils déposent le dosimètre, ils prennent des doses dans leur dortoir, et ils reviennent, c'est pas pris en compte. Ce ne sont que les doses actuelles. Et jusqu'à cet été, TEPCO publiait tous les mois les statistiques sur les travailleurs. Depuis cet été, elle n'en publie plus, en tout cas pas en anglais. Et donc, en tout cas, au 31 décembre 2013, il y avait 31 000 personnes qui étaient passées sur le site de la centrale pour démanteler. Et actuellement, on est à 6 000 travailleurs par jour sur ce site. Avec de nombreux scandales qui ont émaillé. C'est, comme toujours dans le nucléaire, c'est essentiellement des sous-traitants qui font la grosse partie du travail et qui sont en CDD, et quand ils ont atteint leur limite de dose, ils perdent leur emploi, et donc il y a eu beaucoup de triches, soit le dosimètre restait dans la voiture, il y a eu certains qui ont fait des capots en plomb pour limiter la dose enregistrée, enfin il y a eu quelques scandales. Le contrôle s'est renforcé, mais il y a encore des problèmes au niveau du droit du travail. TEPCO, il y a 1 an, a dit on va augmenter la prime de risque, et en fait, dans la cascade de sous-traitance, la prime de risque s'évapore, et souvent certains travailleurs n'ont rien touché ou que la moitié, et encore maintenant, la prime de risque n'arrive pas jusque dans les poches des travailleurs. Donc, il y a encore beaucoup de problèmes là-dessus. Et puis, tous les outils qu'ils utilisent, une fois qu'ils pénètrent dans la centrale, sont radioactifs, ils ne peuvent plus sortir, donc c'est toujours du matériel pas cher, parce qu'il est jeté après usage, on ne peut pas le réutiliser. Et donc ça donne des conditions de travail très difficiles sur le site de la centrale. Ils sont tous, comme on a vu tout à l'heure, en combinaison intégrale avec masque. Donc ça, c'est pour ce qui s'est passé à la centrale. Et maintenant, je vais passer aux conséquences pour le pays. Donc ça veut dire des rejets massifs. Donc, pour le pays, c'est les rejets de radioactifs massifs qui sont responsables des problèmes. Et puis, donc, le terme source, la quantité rejetée. Donc pour les rejets aériens dans l'atmosphère, ça dépend qui fait l'estimation. Donc l'estimation de l'exploitant avalisée par le gouvernement japonais, c'est pour le césium à peu près 10% de ce qui a été rejeté par Tchernobyl. Ça vous donne un ordre de grandeur. J'ai trouvé une publication dans le Journal of Atmospheric Chemistry and Physics, fait par des Autrichiens. Ils arrivent à 40% de ce qui a été rejeté par Tchernobyl. Donc ça vous donne l'incertitude sur ce terme source, d'avoir un facteur 4 d'incertitude sur la quantité rejetée par un accident, ça ne me choque pas. Que l'exploitant prenne le moindre et que les Autrichiens prennent le plus fort ne me choque pas non plus. C'est pas étonnant, mais ça vous donne à peu près l'ordre de grandeur de ce qui a été rejeté. Et grande chance pour le Japon, c'est que les vents dominants vont vers le Pacifique, et en fait 80% est allé vers le Pacifique, et seulement 20% est retombé au Japon, sur le Japon. Alors que Tchernobyl est au milieu des terres et a arrosé l'Europe pendant 10 jours. Là, ils ont surtout arrosé l'océan Pacifique où il n'y a personne. Donc en termes de conséquences, ça réduit énormément l'impact. Le rejet marin, donc je vous ai dit, il y a eu un rejet massif en avril 2011 qui a été colmaté plus tard.
Et donc il y a pareil une estimation de l'exploitant TEPCO et l'IRSN, donc l'Institut français de radioprotection et de sûreté nucléaire, a fait une estimation et trouve 20 fois plus que ce qu'a dit l'exploitant. Donc là, l'incertitude est plus grande sur ce terme source, mais ce simple rejet, ça devrait être classé au niveau 5 sur l'échelle INES, l'échelle internationale qui est 7. Et donc, l'impact de ces rejets, donc pour l'aspect marin, donc là vous avez une carte aérienne du Japon qui est prise sur un reportage télé japonais, et vous avez ici la centrale nucléaire, et ici on est à 250 km, c'est Tokyo et la baie de Tokyo, et puis là il y a des montagnes, et c'est un lac de montagne. Et donc ce qu'il y a, en fait, si vous allez prendre de l'eau actuellement au large, il y a pratiquement plus de contamination dans l'eau de mer. En revanche, les sédiments restent fortement contaminés. Et donc ça, ce sont des données sur les sédiments. Et donc autour de la centrale, le césium se fixe sur les sédiments et ils sont fortement impactés par le rejet. Et puis il se trouve qu'il y a parmi les plus forts courants marins après le Gulf Stream, juste au large, il y a le Kuroshio qui remonte, qui est le courant noir, et il y a le Oyashio qui redescend, et ils se rejoignent à peu près au large de Fukushima, et donc il y a un fort brassage et une forte dilution dans tout le Pacifique. Donc c'est pour ça que l'eau de mer est actuellement peu radioactive, mais il y a encore des courants côtiers, et puis parfois à l'embouchure des fleuves, le lessivage des sols qui entraîne une contamination locale. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans la baie de Tokyo qui est fermée. On a une immense baie avec un bassin versant qui se concentre ici, et la pollution d'éther s'est retrouvée dans les rivières, dans les fleuves et dans l'embouchure, et s'est accumulée parce que la baie est fermée. Et les sédiments marins dans la baie de Tokyo sont quasiment au même niveau qu'à moins de 20 km de la centrale, à cause de cet effet lessivage. Et puis ça, on a un lac de montagne qui est en fait un lac volcanique, et donc pareil, la pluie à lessiver se retrouve dans les sédiments du lac. Ça veut dire quoi pour les ressources halieutiques? Donc le poisson qui mange le plancton est en équilibre avec l'eau et peu contaminé. En revanche, donc les pieuvres, en revanche toute la faune benthique, c'est-à-dire celle qui vit tout au fond, qui mange les vers qui sont dans la vase et dans les sédiments, qui eux sont fortement contaminés, deviennent eux aussi fortement contaminés par la chaîne alimentaire, et les plus gros poissons qui les mangent deviennent eux aussi contaminés. Et donc on a une remontée de la contamination des fonds marins vers les plus gros poissons via la chaîne alimentaire. Et donc certaines espèces qui dépendent des fonds marins sont contaminées, celles qui dépendent du plancton ne sont pas contaminées. Assez schématiquement, et après les poissons ils bougent, comme vous savez, donc parfois vous pouvez pêcher un poisson par ici qui est passé là-bas quelques jours avant et qui a pu se contaminer en passant là-bas, donc c'est pas très facile de contrôler, c'est pas comme les animaux de ferme qui bougent pas. Donc TEPCO a dit, je reconnais, il y a eu une forte fuite en avril 2011, mais après on a colmaté, il n'y a plus eu de problème. Et ça, elle a tenu ce discours jusqu'au printemps 2013. Et là, vous avez des données officielles. TEPCO publie tous les jours des données de mesure de la radioactivité aux mers et puis devant chez elle. Donc ça, c'est des données qui datent de janvier 2013. Et vous voyez, c'est la contamination de l'eau devant la centrale en césium qui est 1000 fois plus forte qu'à 20 km. Et donc s'il y a une forte contamination devant la centrale par rapport à 20 km, c'est qu'il continue à rejeter. C'est pas possible avec le brassage de l'eau qui est un tel gradient. Donc ça, c'est une indication qu'en fait les fuites ne sont jamais terminées. Et puis d'autres données officielles, on trouve du tritium, c'est de l'hydrogène radioactif qui se fixe sur la molécule d'eau, qui ne s'accumule pas dans les sédiments. Donc s'il y a du tritium, c'est forcément qu'il y a des fuites parce que lui ne s'accumule pas. Et donc c'était évident, et là on est en mars 2013, c'était évident que les fuites ne s'étaient jamais arrêtées. TEPCO a toujours prétendu que les fuites étaient finies. Et pendant l'été 2013, tout d'un coup le scandale a émergé, et puis, donc c'est ce que je vous ai dit, et TEPCO a dû reconnaître qu'en fait les fuites ne s'étaient jamais arrêtées. Elles sont de moindre ampleur qu'en avril 2011, mais elles ne se sont jamais arrêtées. Donc, je vais vous expliquer ce qui se passe à partir de cette photo aérienne qui vient du New York Times. Donc ici vous avez la centrale, donc vous voyez le réacteur numéro 4 qui a été entièrement reconstruit, il est tout neuf. Le réacteur numéro 3 a été rasé, et puis le 1 et le 2 sont, enfin le haut du réacteur numéro 3 a été rasé, nickel, on n'a plus cet enchevêtrement, et le 1 et le 2 n'ont pas changé. Et donc vous voyez aussi ici la falaise qui a été érasée pour mettre la centrale au niveau de la mer. Donc à l'époque de la construction, TEPCO a hésité, est-ce qu'on la met en haut de la falaise, on paye de l'électricité pour pomper l'eau de mer de refroidissement, ou on rase la falaise, on la met au niveau de la mer, et on économise sur l'électricité pour pomper l'eau.
Ils ont trouvé que c'était moins cher de raser la falaise, donc c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont mis la centrale au niveau de la mer, ça leur a été fatal. Ils auraient été à 30 mètres d'altitude, elle était épargnée par le tsunami. Donc, et en plus, l'eau souterraine, les sous-sols de la centrale se sont retrouvés sur le passage de l'eau souterraine. Et donc, avant même la catastrophe, TEPCO pompait 1000 m3 par jour en amont pour pas que les sous-sols soient inondés. Tous les jours, qui étaient rejetés en mer. Avec la catastrophe, ça s'est arrêté, le pompage a été perdu, et donc on a 1000 m3 qui passent par jour sous la centrale. TEPCO en pompe 400 m3 par jour en plus, qui s'accumulent dans toutes les cuves qui sont là derrière, et les 600 qui restent, il a été estimé à la louche qu'il y en a 300 m3 qui se contaminent et 300 qui ne se contaminent pas, et donc le chiffre que vous avez peut-être entendu à l'été 2013, c'était qu'il y a 300 m3 par jour d'eau contaminée qui vont dans la mer. C'est une estimation à la louche. Quel est le niveau de contamination? Je ne suis pas capable de vous le dire, et personne n'est capable de le dire. Il y a des estimations en remontant à partir de la contamination de la mer et les calculs. On trouve dans la littérature quelques estimations. Il y a les cuves là-haut, donc qui s'accumulent. Au début, elles n'étaient pas surveillées, et donc il y avait seulement 2 gars qui faisaient des patrouilles sans instrument de mesure, et il y en a qui ont fui. Et il y en a une qui a fui pendant le mois de juillet 2013, c'est celle-là, et TEPCO a mis 1 mois avant de s'en rendre compte. Et elle a perdu 300 m3 d'eau excessivement contaminée, a contaminé toute la zone, et ça a posé un autre problème. Donc pour les cuves ici, le problème qui se pose, c'est... Donc elle avait prévu, TEPCO, qu'il y ait une possibilité de fuite dans une cuve, et donc elle a construit des petits murets d'une trentaine de centimètres de haut tout autour. Dès qu'il pleuvait, ces bacs de rétention se remplissaient d'eau, et donc ils avaient laissé les vannes en position ouverte partout. Et donc l'eau de la fuite est allée dans l'environnement et a tout pollué jusqu'à la mer. Donc après, TEPCO a mis cette photo pour montrer, regardez, maintenant les vannes sont bien fermées. Ils ont rehaussé les murets, ils font entre 60 cm et 1,20 m, et l'eau de pluie est pompée. Elle est contrôlée. Si elle est peu contaminée, rejetée dans l'environnement. Si elle est contaminée, stockée dans des cuves, ça vient s'ajouter au reste. Voilà où elle en est pour les cuves, et il n'y a toujours pas de solution pour l'eau. Alors si je remonte, donc qu'est-ce qu'elle a prévu pour ça? Donc elle a installé le pompage en amont, donc en haut de la colline, là, elle a une douzaine de puits où elle pompe l'eau en amont, et elle la rejette en mer. Et ça, elle a dit, avec ça, on va avoir moins d'eau qui circule, et je vais baisser les infiltrations. Ça ne marche pas. Au bout de 6 mois, ça a très peu baissé les infiltrations. Elle a construit une barrière ici, tout le long du littoral, pour arrêter les fuites vers la mer. Mais vous savez qu'on n'arrête pas de l'eau qui coule, et en fait l'eau de mer contourne ou passe par-dessus. Et le dernier point, c'est l'été 2013, le Japon voulait les Jeux Olympiques 2020, et il y avait le scandale des fuites d'eau en mer au moment des Jeux Olympiques, et donc le gouvernement a dit, le problème de l'eau est résolu, j'ai trouvé la solution, on va geler le sous-sol tout autour. Ça se fait quand on construit des tunnels pour des métros, par exemple, et puis on va empêcher les infiltrations d'eau qui pénètrent et qui sortent. Donc ils sont en train de construire, là, jusqu'à 30 mètres de profondeur, tout un système de tuyautage où il y aura de l'azote liquide, je crois, qui va circuler, pour geler le sol en amont. Et en aval, en fait, il y a plein de galeries souterraines, et en aval, ils ont essayé cet été, pendant 3 mois, de geler une des galeries souterraines pleines d'eau. Ils n'ont pas réussi. Donc en amont, ça devrait être possible, en aval, pour le moment, il n'y a pas de solution. Donc voilà où on en est pour le moment. Et donc en attendant, l'eau continue de s'accumuler dans les cuves, et je vous ai dit, il y a une cuve en plus tous les 2 jours, comme ça, de 1000 m3. Et voilà une photo aérienne des cuves actuellement. Et donc TEPCO a dit, je vais décontaminer, c'est tout. J'ai commandé une centrale, une station de traitement des eaux usées, et je vais décontaminer cette eau, enlever 62 radioéléments et les rejeter dans la mer. La station, elle aurait dû démarrer en septembre 2012, ne marche toujours pas. Elle n'arrive pas à obtenir les performances, elle crée énormément de déchets, et donc pour le moment, il n'y a pas de plan B. Donc voilà où elle en est pour l'eau actuellement. Et donc on en est actuellement à... C'est à peu près tout ce que je vous ai dit sur l'eau. Pour ce qui est des rejets aériens, alors pour les rejets aériens, en fait, ils ont duré une dizaine de jours, comme à Tchernobyl. Et donc... Attends, je vais faire une petite pause. C'est à peu près 10 à 40% de ce qu'a rejeté Tchernobyl, et sur ces 10 à 40%, seulement 20% sont retombés sur le Japon,
80% sont allés vers l'océan. Et ils ont duré 12 jours. À Tchernobyl, les rejets massifs ont duré 10 jours. Donc c'est à peu près le même type d'accident. Et il y a eu plusieurs routes en fonction des vents et de la météo. Et quand il pleut, ça lessive les masses d'air et ça contamine le sol, alors que quand il ne pleut pas, la contamination des sols est moindre. Et donc, en fonction des vents et de la pluie, il y a eu des zones. Et donc là, vous voyez un petit doigt vers le nord-ouest qui a été fortement contaminé. Là, il y a 50 km. Et puis après, des zones. Là, on est dans les cités dortoirs au nord de Tokyo, où il y a eu des contaminations moindres, mais assez significatives. C'est peut-être la Corse, après Tchernobyl, quoi. Vous imaginez. Et donc, le gouvernement a publié les cartes. Et donc, par exemple, celle-là, qui a été faite par des survols par hélicoptère. Et donc, tout le Japon a été cartographié. Donc, vous pouvez télécharger ces cartes sur le site du ministère des Sciences et Technologies au Japon. Et donc, vous voyez, donc là, on a 20 km, 30 km. Et puis, on a ce doigt vers le nord-ouest qui est fortement radioactif et qui a été évacué par la suite jusqu'à à peu près 45 km. Et puis, ces zones avec des contaminations moyennes, jusque dans la banlieue de Tokyo, qui sont là, dans les zones montagneuses, et c'est ici où c'est le plus peuplé. Là, on est dans la province de Chiba et de Ibaraki. Donc ça, c'est les cartes. Ensuite, il y a eu un consortium d'universités japonaises qui a été, dont le leader était à l'université d'Osaka, et ils sont partis, eux, faire des prélèvements sur le terrain, avec un maillage de 1 km sur 1 km, et ils ont fait une cartographie à partir de prélèvements que vous pouvez trouver sur le site de l'université d'Osaka. Il y a un plugin que vous branchez dans Google Earth et vous pouvez avoir toutes les données. Vous cliquez, vous avez toutes les données. C'est fantastique le travail qu'ils ont fait. Et donc ça, c'est le débit de dose à 1 mètre du sol. Et puis vous avez l'autre, la contamination en césium des sols qui a été mesurée échantillon par échantillon. Et vous voyez que la zone rouge, entre le rouge ici et le rouge ici, il y a une marge énorme. Et en fait, tout ce qui est rouge est évacué. Et donc, il y a des endroits qui sont moyennement rouges évacués et des endroits qui sont beaucoup plus forts. Et là, pour moi, il est clair que le retour des populations est impossible. Même dans les zones évacuées, il y a des niveaux différents. Et donc, la contamination est bien connue. Les citoyens japonais ont été très dynamiques après la catastrophe. Ils se sont regroupés pour faire des mesures partout et ils ont cartographié tout le Japon. Et donc vous avez eu par exemple à Tokyo un groupe Facebook qui s'est regroupé pour faire des analyses dans la banlieue dans Tokyo et qui ont publié une carte sur internet d'analyse citoyenne. La ville de Kashiwa, donc cité dortoir de Tokyo au nord, qui était particulièrement contaminée, c'est la mairie qui a commandé une cartographie de la contamination. Et donc au bout d'1 an, il y a eu de nombreux points chauds qui ont été découverts, des endroits, mais comme tout le monde s'est mis à mesurer, la cartographie de la pollution est bien connue, on ne découvre plus rien de nos jours. Si ce n'est qu'en 2013, il y a de nouveau eu quelques bouffées de rejets qui ont été découvertes cet été 2014. Donc je vais vous raconter ça. Donc en fait, dans la moisson de le riz, dans les zones évacuées, il n'y a plus de personnes, il n'y a plus d'agriculture. Mais dans les zones non évacuées ou à la frontière, il y a encore de l'agriculture. Et à Minamisoma, on est à 20 km au nord de la centrale. La moisson 2012 du riz était consommable et la moisson 2013 était dépassée les limites de mise sur le marché. Donc ça a posé des problèmes. Ils se sont demandé pourquoi tout d'un coup ça avait augmenté alors que ça devrait plutôt baisser. Et donc en parallèle, donc, le ministère de l'Agriculture découvre le problème en mars 2014 et interroge TEPCO et il n'a rien dit à la commune de Minamisoma. Donc, et en fait, l'affaire est rendue publique en juillet 2014. Et en juillet 2014, les médias, le maire dans la presse, découvrent que le riz de sa commune a dépassé les normes et que c'est probablement dû à des rejets additionnels de TEPCO qui ont eu lieu l'année d'avant, 2013. Donc ça fait, vous imaginez, un scandale de nouveau en termes de compréhension. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc en fait, il y a des universitaires qui mesuraient la contamination des poussières et de l'air tout autour et ils ont détecté qu'il y a eu 8 pics de rejet, de contamination de l'air détectés entre décembre 2011 et décembre 2013. Et c'est en 2 ans. Et ils coïncidaient, ils se demandaient d'où ça venait, et il y en a eu particulièrement un à Minamisoma, dans l'endroit où le riz a été contaminé. Donc, cette augmentation de la contamination du riz pouvait être expliquée, d'après ces chercheurs, par ces rejets intempestifs qui n'étaient pas déclarés et inconnus du monde.
Donc TEPCO a fini par reconnaître que le 19 août 2013, il y a eu un rejet 100 000 fois supérieur aux valeurs habituelles. Donc, il y a toujours des gaz radioactifs qui sortent, mais qui sont moindres par rapport au rejet massif du départ, mais qui sont beaucoup plus qu'une centrale nucléaire en fonctionnement normal. Et là, ça a été 10 000 fois plus le 19 août pendant 4 heures. Et elle avait estimé à un rejet de 1,12 Tera-becquerel. Donc Tera, c'est 10 puissance 12 becquerel. Ça vous donne un ordre de grandeur. Et c'est le seul qu'elle ait reconnu. Elle a dit c'est pas impossible que ça ait contaminé. Et d'où est-ce qu'il vient? C'est en fait en démantelant le réacteur numéro 3, il y a eu des rejets massifs. Et donc là, pour le réacteur numéro 1 qu'elle veut enlever le chapiteau démantelé, elle voulait commencer cet été, elle a dû revoir tout son plan de démantèlement pour éviter que ça recommence quand ils vont aller secouer les débris avec des poussières qui sont remises en suspension. Et donc, elle est en train de trouver une méthode pour démanteler le réacteur numéro 1 pour pas que ça reprenne, parce qu'il y a des zones non évacuées qui ont été touchées par ces rejets supplémentaires. Donc, l'histoire, c'est pas fini. La communication hasardeuse pose toujours des problèmes. Pourquoi le gouvernement a attendu, alors qu'il a découvert en mars 2014, il a attendu juillet 2014 pour communiquer sur le problème? C'est inexplicable. En ce qui concerne l'évacuation, donc je vous ai dit, il y a eu évacuation au tout début entre le 11 et le 12 mars, et en fait ça s'est fait dans une improvisation complète. Il y a d'abord eu une évacuation. Le gouverneur, donc la constitution japonaise a été écrite par les États-Unis après la guerre. Donc ils ont des provinces avec des gouverneurs qui ressemblent aux gouverneurs américains. Et donc le gouverneur a, le 11 au soir, donné l'ordre d'évacuer jusqu'à 2 km, c'était ce qu'il y avait dans les exercices de crise. Une demi-heure après, le Premier ministre donne l'ordre d'évacuer jusqu'à 3 km, confiné jusqu'à 10. Le 12 au matin, il y a évacuation jusqu'à 10 km, confinement jusqu'à 20. Et puis le 12 dans la journée, il y a évacuation jusqu'à 20 km et confinement jusqu'à 30 km. Donc il y a eu recul à chaque fois des zones d'évacuation au fur et à mesure. La population, donc, et le Japon avait un logiciel qu'il appelle Speedy qui devait prédire en fonction de la météo les zones de rejet et les zones de contamination pour planifier les évacuations. Ce logiciel, le problème, c'est qu'ils ne savaient pas la quantité qui sortait de la centrale, donc ils ont fait des calculs en supposant que c'était 1 becquerel par mètre cube et par seconde, qui n'a rien à voir avec la réalité, et donc ils savaient où ça allait retomber, mais pas combien. Et donc ça n'a pas été transmis aux populations, et les gens n'ont pas su. Et donc ça veut dire que la zone d'évacuation s'est arrêtée à 20 km, alors qu'il y a eu des zones très polluées jusqu'à 45. Il y a des gens qui ont été évacués de lieux moins contaminés vers des lieux plus contaminés. Et c'est en particulier le cas de la province de la ville de Namie, où 80% de la population, si elle était restée chez elle, aurait été moins exposée que si elle était allée dans le centre de refuge qu'on lui a indiqué, qui était sous les vents dominants, et comme il n'y avait pas d'électricité, les gens étaient dehors pour cuisiner sur des feux, dans un gymnase, avec les enfants qui jouent autour. Et puis, il n'y a pas eu d'ordre de prendre des pastilles d'iode. Donc certains maires ont pris sur eux de distribuer de l'iode et de dire aux gens d'en prendre, certains ne l'ont pas fait. Donc là, l'évacuation a été complètement chaotique. Il y a réellement eu un double langage, et chaque fois quand le gouvernement disait d'évacuer, il disait il n'y a pas de rejet, tout va bien, par mesure de précaution, on vous demande de partir, mais tout va bien, il n'y a aucun danger. Et donc les gens ils sont partis avec leurs habits, leurs sacs à main, et c'est tout. Ils pensaient rentrer dans 2 jours. Comme quand il y a un typhon. Actuellement, cet été, il y a eu beaucoup de typhons au Japon. Parfois, les gens vont dans les abris. Une fois que le typhon est passé, ils rentrent chez eux. Donc ils pensaient que c'était la même chose. Ils allaient aller dans un abri, passer 2 jours et revenaient chez eux. Il y en a, ils ne sont jamais rentrés chez eux. Donc ils sont partis, leurs vêtements, une bouteille d'eau et leur papier, et c'est tout. Et ils ont tout perdu. Donc ça, c'est un réel problème. Et puis, entre 20 et 30 km, il a confiné les gens en disant, mais le rejet a duré 10 jours. Donc imaginez un confinement pendant 10 jours chez vous. C'est impossible. Vous ne tenez pas 10 jours sans sortir, vous n'avez pas l'alimentation, et parfois il n'y avait pas d'eau et pas d'électricité. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans la zone entre 20 et 30 km? Les gens les plus vaillants sont partis, et les plus vulnérables sont restés. Et les mairies ont dû gérer les gens les plus vulnérables qui n'ont pas pu partir d'elles-mêmes. Et il y a eu un appel sur YouTube du maire de Minamisoma, qui était dans cette situation-là. À un moment, il a dit « J'ai 20 000 personnes sur les bras, essentiellement des personnes âgées, des personnes malades, qui n'ont pas de moyens de locomotion. Je n'ai plus de nourriture à leur donner, je n'ai plus de médicaments, je n'ai plus aucun livreur accepte de venir nous apporter de la nourriture.
Et le personnel municipal est épuisé, n'en peut plus, venez nous aider, on ne tient plus, ça devient infernal. Donc il y a eu cette situation-là, de confinement à long terme, qui est complètement impossible à gérer. Et puis, Fukushima est une zone agricole, il y a dans la zone d'évacuation, il y avait 30 000 porcs, 3 500 vaches et 440 000 poulets, donc les agriculteurs, certains ont refusé de partir, d'autres sont partis en disant je reviendrai le lendemain, mais ils n'ont pas pu, et donc parfois ils sont revenus 10 jours après, les animaux étaient morts. Certains sont quand même revenus, ont ouvert les étables et tout ça, et ont libéré les animaux dans la nature. Donc dans la zone évacuée, maintenant on trouve des cochons, des vaches qui se promènent. Il y avait même un élevage d'autruches, donc il y a encore des autruches qui se promènent dans la zone évacuée. Et les cochons se sont croisés aux sangliers, et donc il y a une nouvelle race d'animaux qui est apparue, qui s'appelle Inobuta en japonais, qui on pourrait traduire en cochon-glier, qui est apparue dans la zone interdite. Pour la phase d'urgence, donc, il y a eu en plus un problème, c'est l'évacuation des hôpitaux. Il y a 8 hôpitaux avec service d'urgence à Fukushima, il y en avait 6 dans la zone à évacuer. Alors vous pouvez imaginer qu'il fallait gérer les victimes du séisme, du tsunami, de la catastrophe nucléaire, avec plus que 2 services d'urgence sur 8. Et il fallait évacuer les autres hôpitaux. Donc ça a été très difficile. Certains hôpitaux, l'évacuation s'est bien passée. Il y a eu un hôpital en particulier où ça s'est particulièrement mal passé, c'est l'hôpital de Futaba, qui était à 2 km de la centrale. Ça a entraîné 50 décès. Et là, donc, pourquoi? En fait, ils ont envoyé des bus évacuer les patients. Donc les patients qui pouvaient monter dans le bus sont montés dans le bus. Et en fait, le bus est parti vers le nord, être décontaminé. Il est allé à Minamisoma, l'hôpital l'a refusé. Ils sont allés à Fukushima, l'hôpital était plein. Puis ils sont allés à Iwaki. Finalement, ils sont restés 10 heures dans le bus. Quand vous êtes malade avec une perfusion, à l'arrivée, il y avait plusieurs décès dans le bus. Et ceux qui sont restés avec le médecin-chef, quelques infirmières, sans secours pendant 3 jours. Et quand l'armée est venue les chercher, il y avait une cinquantaine qui étaient morts. Donc l'hôpital de Futaba a été un vrai drame dans la période d'évacuation. Les hospices et les maisons de retraite, donc il y a eu on trouve des publications scientifiques qui ont montré qu'il y a eu le taux de décès a été 2,1 fois plus élevé chez les personnes âgées dans les 8 mois qui ont suivi la catastrophe par rapport à la même période en 2010. Et avec des grandes variations, dans certaines maisons de retraite, il n'y a quasiment pas eu d'augmentation, et dans d'autres, c'était 4 à 5 fois plus de décès qu'à l'habitude. Et en fait, ça dépendait des cas. Il y avait une maison de retraite où ils cuisinaient sur place et où il y avait du chauffage central. Et donc, ils ont réussi à attendre, ils ont attendu d'avoir un lieu d'accueil digne des pensionnaires pour pouvoir évacuer. Il y en avait d'autres, c'était des repas qui étaient livrés par des sociétés comme on a en France de repas, et c'était la climatisation pour chauffer. On était en hiver, il y avait de la neige. Donc les livreurs n'ont plus apporté les repas, et puis la climatisation faisait entrer des poussières radioactives, donc ils ont arrêté le chauffage. Donc vous n'avez pas de repas, pas de chauffage, donc il n'y avait pas d'autre solution que d'évacuer dans l'urgence, avec des gens qui ont été envoyés dans des gymnases sans structure médicale d'accueil, du coup, d'où une augmentation du taux de décès. Et donc les dernières statistiques, actuellement, que j'ai vues, qui datent du 25 juin 2014, il y a officiellement 1729 personnes qui sont décédées dues à l'évacuation d'urgence de la catastrophe nucléaire. C'est des personnes dont la famille a déposé un dossier d'indemnisation, et le décès a été reconnu comme étant accéléré par la catastrophe, et la famille a été indemnisée. C'est une reconnaissance officielle. Vous pouvez comparer ce chiffre à Fukushima, le tsunami a fait 1600 décès, donc on est dans les mêmes ordres de grandeur. En revanche, sur tout le Japon, le tsunami a fait 18 520 décès et disparus. Donc ça vous donne un peu l'ordre de grandeur. Là, l'évacuation. Pour ce qui est, donc, il y a le rayon de 20 km qui a été entièrement évacué. Et puis, le 22 avril, le gouvernement, donc on est 1 mois, 11 jours après le déclenchement de la catastrophe, a arrêté l'ordre de confinement entre 20 et 30 km, 1 mois et demi après, et a dit aux gens qui habitaient ici, ben en fait, vous êtes en zone contaminée, il faut vous partir. Et il a évacué ça, donc 1 mois et demi après, pratiquement, et il leur a laissé jusqu'au mois de mai pour partir. Et ici, ils ne savaient pas, et ils n'avaient aucune idée qu'ils pensaient être sans problème, et donc ils ont continué à vivre, manger des produits du jardin pour certains d'entre eux, enfin le peu qu'il y avait, et ainsi de suite. Et donc on est encore actuellement avec une évacuation qui est à peu près cette taille-là, c'est 150 000 personnes évacuées à cause de la catastrophe nucléaire. La limite d'évacuation fixée par le gouvernement, par rapport, si je reviens sur les tâches, vous vous rappelez que la contamination, on en avait jusqu'à Tokyo. Hein.
Et donc à un moment, il faut mettre une limite à partir d'où, quand on évacue et quand est-ce qu'on arrête d'évacuer. Et donc, ça c'était, ah oui, j'ai oublié de dire, ça c'était en avril, puis après il y a des points chauds qui ont été trouvés un peu partout, et jusqu'en septembre 2012, il y a eu des points chauds qui ont été évacués, et à la fin ça se faisait maison par maison, dans la rue. Cette maison, vous êtes au-dessus de la limite, vous évacuez, les voisins, vous êtes juste sous la limite, vous n'évacuez pas. Donc à la fin, ça s'est fait jusqu'en septembre, et ça se faisait à la maison près, dans certains quartiers. Et la limite, à un moment, il faut mettre un seuil, à partir de quand vous avez le droit d'évacuer avec indemnisation, ou vous n'avez pas d'indemnisation si vous décidez de partir tout seul. Et le gouvernement a choisi 20 millisieverts par an, c'est la limite des travailleurs en France. Normalement, c'est 1 millisievert pour la population par an. Il a pris la limite des travailleurs, même pour les enfants et les nourrissons. Et en plus, comme les gens étaient inquiets, il a distribué des dosimètres aux enfants et aux femmes enceintes au début, puis après à toute la population. Et donc vous aviez les enfants de Fukushima qui avaient la limite de dose des travailleurs et qui allaient à l'école avec un dosimètre comme des travailleurs du nucléaire. Donc en termes, pour la population, ça a été vraiment un choc. Tout d'un coup, ils sont tous devenus, malgré eux, des travailleurs du nucléaire. Et alors le gouvernement a dit oui, mais la CIPR, qui est l'organisme international, dit en cas d'urgence, la limite d'évacuation est entre 20 et 100 millisieverts. On a pris la limite la plus basse. Mais c'est pour la période d'urgence, et pour la période après l'urgence, la CIPR dit qu'il faut prendre le plus bas possible, entre 1 et 20, et donc là actuellement on n'est plus dans la zone d'urgence, la période d'urgence, et il continue à maintenir 20 millisieverts, ce qui est un vrai problème. Et il prépare le retour des populations. L'ordre d'évacuation a déjà été levé par endroit, et le retour, c'est toujours 20 millisieverts qui est pris comme référence pour autoriser le retour. Donc ça, une partie des gens ne l'acceptent pas. Et donc il y a en plus des évacués volontaires qui sont partis, des familles qui pouvaient se le permettre. Parfois la mère et les enfants et le père est resté parce qu'il y avait le travail et la maison à rembourser. Et donc il y a en plus des évacués volontaires qui sont partis dans tout le Japon. Et donc j'ai oublié le chiffre, ben là il y en a, oui j'ai oublié, oui c'est ça, 60 000 évacués volontaires, des gens qui sont partis par eux-mêmes alors qu'ils n'acceptaient pas la limite d'évacuation. Et ça, c'est des statistiques officielles, ça a été fait par une collègue de l'Université de Lyon à partir des données du gouvernement. Et donc c'est où les gens sont allés en dehors de la province de Fukushima. Donc il y a eu des pôles d'attraction qui sont autour, et là vous avez Tokyo, la province de Niigata qui a été particulièrement accueillante parce qu'elle avait eu un séisme et donc elle a accueilli. Puis après les gens sont allés dans l'ouest. Et puis après relativement, là vous avez l'île d'Okinawa qui est plus proche de Taïwan que du Japon. Il n'y a pas de nucléaire. Et donc par rapport à l'île, il y a un nombre de personnes assez élevé par rapport à la taille de l'île. Et en fait les gens ils sont allés le plus loin possible qu'ils pouvaient tout en restant au Japon, dans la seule zone où il n'y avait pas de centrale nucléaire. Donc là ça dénote un peu vraiment un rejet massif et donc des gens qui sont partis très très loin. En plus, donc ça vient s'ajouter aux 150 000 personnes qui ont été forcées à partir. L'alimentation a été contaminée aussi, donc ça pose un problème, surtout au début. Alors quelques données sur la situation alimentaire au Japon. Donc le Japon, il importe 60% de sa nourriture. Donc, nous, on produit 150% de ce qu'on mange. Le Japon n'est pas autosuffisant et importe 60% de sa nourriture. Ces 60%, c'est basé sur les calories. C'est pas en quantité, c'est pas en kilogrammes, c'est en calories, et donc c'est essentiellement le fourrage pour les animaux qui est importé, pour l'animal d'élevage, mais tout ce qui est fruits, légumes, il est quasiment autosuffisant. Et pour le riz, il est complètement autosuffisant. En revanche, la manière dont il a géré la contamination des aliments n'a pas été la bonne méthode. En France, la doctrine dit qu'il y a un accident nucléaire, on a les zones où on interdit l'agriculture, parce qu'il y a une contamination, on contrôle. Si ça passe dans les normes, on vend. Mais tant qu'on n'a pas mesuré, on ne vend rien et on gèle tout. Le Japon a fait l'inverse, il a dit on n'interdit rien et si jamais on détecte quelque chose de contaminé, on interdit. Évidemment, on ne peut pas tout contrôler au début, et donc évidemment, des aliments sont passés dans les mailles du filet, et il y a eu des aliments contaminés dans les étals des supermarchés dans tout le Japon. Ce n'était pas un risque sanitaire important, mais psychologiquement, pour la population, ils ont dit le gouvernement n'est pas capable de nous protéger. Et donc, ils ont commencé à boycotter tous les produits qui venaient de Fukushima et des environs. Et encore maintenant, des agriculteurs de Fukushima qui vivent dans les zones peu ou pas contaminées, ils n'arrivent pas à vendre leurs aliments. Donc, ils ne les vendent plus sur les marchés. Du coup, c'est l'agro-business qui les achète à un tarif plus bas. Et c'est mélangé avec tout le reste, pour faire des confitures, pour faire des conserves, et ainsi de suite. Actuellement, il y a interdiction de la pêche toujours dans un rayon de 30 km.
Il n'y a toujours pas d'agriculture dans les zones évacuées, culture du riz dans toutes les zones évacuées. Et puis, il y a autorisation de la culture et de la vente ailleurs, sauf si ça dépasse la limite de mise sur le marché. La limite de mise sur le marché a été de 500 becquerels par kilogramme pour le césium la première année, c'est descendu à 100 becquerels par kilogramme. Après Tchernobyl, on avait 600, et les normes européennes, c'est 1000. Actuellement, en cas d'accident nucléaire, la norme européenne, c'est 1000. Donc le Japon est 10 fois sous la norme européenne. Donc a mis une limite très stricte sur les aliments, et par conséquent, la contamination interne des populations est très faible actuellement, à cause de ça. Et il a baissé pour regagner la confiance des consommateurs, parce qu'il y avait un intérêt économique. Et donc, parmi les aliments qui ont posé du problème, il y a eu les légumes-feuilles. Pourquoi? Parce qu'en fait, la radioactivité, quand elle retombe et qu'elle retombe sur les feuilles, le transfert à la plante est très fort. Et donc, la première année, ça pose des problèmes. Après, les années suivantes, vous avez récolté, le transfert via les racines est très faible. Et donc, il se peut que la première année, vous ayez des salades, des épinards qui soient fortement contaminés. Et la récolte suivante, il n'y a pas de problème parce que ça ne passe pas par les racines. Donc, et on était au mois de mars, donc il y avait peu de légumes-feuilles. Heureusement pour le Japon, parce qu'autrement ça aurait été plus grave. L'IRSN a calculé que si Tchernobyl avait eu lieu au mois de juin, c'était un pourcentage non négligeable de blé français qui n'était pas consommable la première année. Parce qu'au moment où il est en feuille, juste avant quand les grains commencent à pousser. Parce que la première année, le transfert via les feuilles est assez massif. Et donc, en revanche, le thé est vert toute l'année. Et puis après, les feuilles de thé sont séchées, concentrées, fermentées. Et donc, jusqu'à 300 km, du thé a été découvert en tant que dépassant les normes, par exemple. Le bœuf, donc vous savez, le wagyu, le bœuf japonais, le Kobe, là, on donne de la paille de riz pour qu'il soit bien gras et que la viande soit marbrée. Et la paille de riz était dehors, a été contaminée. Donc les bœufs ont été contaminés. Et ils ont été vendus. La paille de riz, parfois de Fukushima, a été vendue à l'autre bout du Japon. Et donc des éleveurs ont donné de la paille de riz contaminée sans le savoir. Et donc il y a eu une crise du bœuf japonais. Et donc c'est, comme je vous l'ai dit, un boycott des produits de Fukushima. Actuellement, tout le riz cultivé à Fukushima, chaque sac est contrôlé et mesuré par la radioactivité. C'est assez impressionnant. Et ils vont passer, par exemple, par les kakis. Fukushima est connu pour les kakis. Ils veulent contrôler chaque kaki les uns après les autres. Donc ils ont des trucs automatisés et ils contrôlent tout, la production alimentaire. Et puis, les gens n'ont pas eu confiance. Donc il y a eu une multitude d'acteurs qui s'est lancée dans la mesure de la radioactivité. Les citoyens ont créé des labos indépendants. Les producteurs ont commencé à mesurer, les supermarchés ont commencé à mesurer, et donc tout le monde s'est mis à mesurer. Et du coup, on a une situation qui s'est améliorée. Actuellement, il n'y a plus de scandale sur la nourriture parce que tout le monde mesure. Et donc l'accès à la mesure est un point primordial. Et donc en cas de catastrophe, les autorités ont accès à des laboratoires de mesure et à des experts. Et les populations qui doivent prendre des décisions ont besoin d'accéder à des laboratoires de mesure et des experts pour répondre à leurs propres questions. Et c'est là où les associations comme la CRO peuvent jouer un rôle très important. Et donc le gouvernement, je vous l'ai dit, a distribué des dosimètres individuels aux enfants et aux femmes enceintes au début, puis après à toute la population. Ça a permis de découvrir pas mal de choses. Par exemple, une fratrie dans la ville de Fukushima a dû être évacuée parce qu'elle était pas un point chaud. Et à Nihonmatsu, qui est une ville non évacuée, il y a une collégienne. En fait, elle avait une dose de 1,62 millisieverts sur 3 mois. C'est 1 à la limite par an en temps normal, qui était beaucoup plus que ses camarades de classe. Et on s'est rendu compte que le bâtiment dans lequel elle vivait, qui a été construit rapidement pour accueillir les réfugiés, en fait, le socle, enfin la dalle était construite avec du gravier qui venait de la zone évacuée et qui c'était plus radioactif dans son appartement que dehors. Et donc, ils ont dû abandonner l'immeuble tout neuf. Ça a été découvert grâce au dosimètre individuel. Et les Japonais se sont rués sur les petits radiamètres compteurs Geiger. Donc au début, sur eBay, ça a monté à des prix faramineux. Et ils ont commencé à mesurer partout et trouver des points chauds à droite à gauche. Ils ont même trouvé des pollutions beaucoup plus anciennes que Fukushima. Et ça a provoqué donc... au début, le gouvernement les a regardés de haut. Et puis le ministre de l'Éducation a déclaré le 19 octobre au Wall Street Journal que en fait, la population a joué un rôle très important et qu'il a vraiment apprécié leur contribution. Il lui a fallu 6 mois pour reconnaître l'importance de la surveillance citoyenne. Avec des radiamètres, si cette eau est radioactive, si elle est à côté, il y a une faible partie des rayonnements qui va me toucher, la majorité part par là. Et donc il faut une forte contamination pour que ce soit un danger pour moi. En revanche, si je la bois,
elle est dans mon corps, et tous les rayonnements vont me toucher, donc des faibles contaminations peuvent avoir un impact, alors que c'est à côté, il faut des fortes contaminations. Et donc les faibles contaminations, il faut des appareils plus sophistiqués, et en particulier, il faut séparer le naturel de l'artificiel, donc ça s'appelle la spectrométrie, où on fait un tri, et donc un spectromètre, c'est beaucoup plus cher qu'un appareil normal, et il y en a de deux sortes, il y en a des petits, on appelle ça des NAI, qui coûtent une vingtaine de milliers d'euros, et donc là, il y a eu un rush sur ces appareils, et il y a des centaines qui ont été mis au Japon en moins d'1 an, des mairies, des associations de quartier, des écoles parfois, des producteurs. Et puis, il n'y avait pas de laboratoire associatif équipé des détecteurs les plus performants, qui eux coûtent 60 000 euros et qui peuvent atteindre des limites de détection très faibles. Et donc l'ACRO est équipé de ça, a lancé une souscription et a ouvert un laboratoire au Japon et lui a donné 2 appareils de mesure les plus sophistiqués. Et l'idée, c'est que ce laboratoire, c'est pas on est les meilleurs, est complémentaire des petits. Les petits ont un problème de mesure, un doute, ils peuvent l'envoyer à ce laboratoire central et faire une contre-expertise derrière. Et donc il a ouvert il y a 1 an, il a ouvert au printemps 2013, il s'appelle Chikulin, il y a même une page en français, et vous avez le matériel de détection qui a été livré, donc un appareil de détection neuf et un d'occasion. Le neuf a été payé par la région Île-de-France. Et ce laboratoire s'est mis en réseau avec de nombreuses stations de mesure. Ils ont créé une page web commune qui est Minnanodata, ça veut dire les données de tout le monde. Et toutes les données sur l'alimentation sont mises en commun sur ce site web, ce que les autorités japonaises n'ont pas fait, les associations japonaises n'ont fait. Pour finir, il y a la surveillance sanitaire des populations, qui est un grand sujet d'inquiétude. Donc, le gouvernement, au début, a voulu savoir combien les gens ont pris pendant la phase d'urgence. Et donc, il a envoyé un questionnaire à toutes les familles et il leur a demandé, pendant les 10 premiers jours, qu'est-ce que vous avez fait le premier jour, le deuxième jour. Vous rappelez-vous, ce jour-là, il neigeait, combien de temps vous étiez dehors, où est-ce que vous étiez, pour essayer, après, par les calculs, de reconstituer la dose qu'ils ont prise. Le taux de retour est de 23%. C'est très faible. Pourquoi? D'abord, les gens, ils ont dit, on n'est pas des cobayes, on veut être protégés, donc on ne veut pas répondre. Quand on vit dans un gymnase, on n'a pas forcément envie de remplir ce genre de questionnaire en phase d'urgence. Et l'autre point, c'est que le grand professeur qui a piloté cette étude ressemble au professeur Pellerin qu'on a eu en France après Tchernobyl. Et il a dit que la radioactivité n'est pas dangereuse, le problème c'est le stress, et que donc si on souriait, il n'y avait aucun danger. Donc évidemment, il a décrédibilisé toute l'étude, et donc les gens ne voulaient pas lui envoyer à lui le questionnaire. Donc ça a participé aussi à la manque de confiance. Les autorités locales ont lancé une surveillance systématique de tous les enfants et femmes enceintes avec échographie de la thyroïde de 360 000 enfants de Fukushima. Et donc, au début, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont découvert assez rapidement que 40% des enfants contrôlés avaient des kystes et des nodules au niveau de la thyroïde dès la première année. Alors ça a été un choc émotionnel énorme. Donc après, ils sont allés faire des mesures similaires dans d'autres provinces et ils ont découvert que c'était la même chose dans tout le Japon. Et donc la polémique est retombée. C'est pas dû à la radioactivité. C'est le cas chez tout le monde, mais en fait, il n'y avait jamais eu un contrôle sur 360 000 enfants et trouver des statistiques sur les petits kystes et nodules. En revanche, les dernières statistiques publiées qui datent du mois d'août 2014 sur les cancers de la thyroïde, on est avec 57 cas de cancer de la thyroïde chez les enfants confirmés par intervention chirurgicale. Un 58e enfant qui a subi une opération, mais en fait c'était bénin, et il y a 47 cas suspects, c'est-à-dire que l'échographie a révélé un cancer potentiel, mais il n'y a pas eu encore l'opération chirurgicale pour le confirmer. Et donc on arrive à un total de 104 cas, dont un qui était bénin, donc 103 cas. Et donc si on fait les statistiques, c'est déjà une augmentation énorme du taux de cancer de la thyroïde par rapport à ce qu'on trouve habituellement. À quoi c'est dû? Donc c'est là que la polémique. Donc sur ces chiffres, c'est les chiffres officiels, tout le monde est d'accord. À Tchernobyl, il y a une augmentation énorme du taux de cancer de la thyroïde chez les enfants. C'est reconnu, on est à plus de 7000 enfants en Biélorussie et en Ukraine qui ont eu une ablation de la thyroïde. Donc ça, même l'AIEA, les plus conservateurs le reconnaissent, tout le monde est d'accord. À Tchernobyl, c'est arrivé 4 à 5 ans après la catastrophe. Là, on a déjà découvert ça un peu avant. Donc les autorités japonaises disent que ça n'est pas dû à la radioactivité, c'est un effet de screening. C'est-à-dire ces enfants, peut-être, auraient développé un cancer dans 10 ans ou dans 20 ans, et on l'a trouvé là, maintenant. Et donc on l'a accumulé des années de cancer sur une période réduite, et donc ça n'est qu'un effet de screening.
Si c'est le cas, dans ce cas-là, il y a des endocrinologues, ils ont dit, certains de ces cas bénins, peut-être qu'ils n'auraient jamais développé de cancer vraiment dangereux, et il ne fallait pas les opérer. Et donc le scandale est en train, donc c'est des grandes polémiques au Japon, c'est si ce n'est pas dû à la radioactivité comme l'affirment les autorités, ça veut dire que ces cas, peut-être ces gamins n'auraient jamais eu de cancer vraiment grave de toute leur vie, et chez les adultes, il y a des gens qui ont des petits kystes cancéreux, ils peuvent vivre 20-30 ans avec sans que ça se développe, et donc peut-être qu'il n'aurait pas fallu opérer ces enfants. Donc il y a un grand débat actuellement au Japon sur le traitement de ces cancers. Pour ce qui est des travailleurs du nucléaire, donc pour ceux qui ont reçu une dose supérieure à 50 millisieverts avant le 16 décembre 2011, ont droit à un dépistage annuel du cancer, pas les autres. Et donc c'est 904 personnes sur les 40 000 pratiquement qui sont passées sur la centrale. Et le dernier point, et je terminerai là-dessus, c'est l'avenir énergétique du Japon. Donc, avant le 11 mars 2011, au Japon, il y avait 11 compagnies d'électricité et du nucléaire qui se partageaient tout le pays, un peu comme les compagnies d'eau chez nous, qui ont un monopole par région. Et il y en avait 9 qui exploitaient de l'industrie nucléaire. Ils avaient 54 réacteurs, 24 à eau pressurisée, 30 à eau bouillante, et ça représentait à peu près 30% de la consommation d'électricité du pays. Et le Japon est une île, et il a ses voisins avec qui il ne s'entend pas, et donc il n'a pas de connexion électrique avec les voisins, contrairement à l'Europe, où il y a des échanges transfrontaliers d'électricité. Et autre chose complètement incroyable pour des Européens, il y a une moitié du pays à 50 Hz et l'autre moitié du pays à 60 Hz, et il n'y a quasiment pas d'échange entre l'Est et l'Ouest du pays. Et donc on a deux pays indépendants sans quasiment connexion. Qu'est-ce qui est arrivé au début de la catastrophe en 2011 ? Il y a 14 réacteurs qui ont été arrêtés par le séisme, d'un coup. Et puis, le 6 mai 2011, le Premier ministre demande l'arrêt immédiat des 3 réacteurs de la centrale de Hamaoka, qui est sur une faille sismique, une des plus connues du Japon. Et il imagine, si jamais il y a une réplique sur cette faille, peut-être que la centrale est dangereuse. Et en plus, elle a un nœud névralgique. À côté, il y a le Shinkansen, donc le TGV japonais, les autoroutes. Et donc, s'il faut évacuer 30 km autour de cette centrale, c'est tous les échanges entre l'Est et l'Ouest du Japon qui se deviennent impossibles. Et donc, il a demandé à l'exploitant de l'arrêter. Et puis après, les autres centrales, au bout de 13 mois, on les arrête, on décharge une partie du combustible, et elles n'étaient plus autorisées à redémarrer. Et donc, on a eu, en juin, on était à 36% du parc en fonctionnement, et puis après, en mai 2012, il y a eu arrêt complet du parc nucléaire, et donc en 13 mois, le Japon est passé de 54 réacteurs à 0 réacteur. Les autorités japonaises ont dit on va faire des stress tests comme les Européens, puis on va redémarrer. Les populations ont dit non. Il y a eu les plus fortes manifestations jamais vues au Japon depuis les manifestations contre la guerre du Vietnam dans les années 70. Et le gouvernement n'a pas pu redémarrer. Il en a redémarré 2 pendant l'été 2013, qui se sont de nouveau arrêtés il en a redémarré 2 pendant l'été 2012, qui se sont arrêtés en septembre 2013. Et depuis le 15 septembre 2013, il y a de nouveau 0 réacteur en fonctionnement au Japon. Et donc ça veut dire un tiers de l'électricité en moins, sans connexion avec les pays voisins. Donc comment est-ce qu'il a fait ? Donc, pendant l'été 2011, il y avait en plus des centrales thermiques qui ne fonctionnaient pas. Donc il y a eu une réelle pénurie, et donc il y a eu obligation. C'est en été que le Japon consomme le plus parce qu'il fait 35 degrés et il y a 80% d'humidité, donc c'est la climatisation. C'est pas en hiver où le Japon consomme le plus, et c'est à 14 heures qu'il y a les pics de consommation. Et donc il a demandé obligatoirement une 15% de baisse pour les gros consommateurs, donc les industriels, et puis pour la population, on leur a demandé de faire des efforts, et c'était assez impressionnant les efforts. Personnellement, je vais dans les universités japonaises tous les étés, et dans les labos, les autres années, je me donnais un pull parce que j'avais froid. Ils mettaient la clim sur 20, et depuis la catastrophe, on n'a plus froid dans les labos, c'est sur 28, et on peut aller en manche courte travailler. Donc, ça c'est un progrès à ce côté-là. L'été 2012, donc, il y avait 2 réacteurs en fonctionnement. Il n'y a pas eu d'obligation de baisse de consommation, mais des recommandations. Et il n'y a pas eu de pénurie observée. L'été aurait pu être passé sans nucléaire. L'été 2013, il n'y a pas eu de restriction, et l'été 2014 non plus. Et jusqu'en 2013, pendant l'été, le soir, après la météo, vous aviez les prévisions de consommation du lendemain, et on disait, regardez, demain il va faire chaud, on va être à 90% des capacités de production, faites attention avec la climatisation. Cet été, c'était fini. Il n'y avait plus ça.
Et donc le Japon fonctionne actuellement avec 0 réacteur en fonctionnement depuis 13 mois. Donc les conséquences, c'est 8 compagnies d'électricité sur 10 en déficit, parce qu'elles payent les centrales, la maintenance, et elles refont l'électricité avec d'autres moyens du thermique. Donc la fabrication de 30% de l'électricité est payée 2 fois, et elle n'est vendue qu'une fois. Donc évidemment, elles sont dans le rouge. Il y a eu réduction de la consommation, et puis ils utilisent le parc thermique, c'est-à-dire le gaz et le charbon qui était prévu pour les pics de demande, il fonctionne tout le temps au lieu de fonctionner qu'au moment des pics. À moyen terme, donc, le gouvernement a mis en place une nouvelle agence de régulation nucléaire en septembre 2012, parce que l'ancienne a été complètement discréditée. Elle a rédigé un nouveau référentiel de sûreté qui a été publié le 8 juillet 2013. Ils prétendent que c'est le plus strict de la planète, et aucun réacteur actuel ne satisfait aux nouveaux critères de sûreté. Ça veut dire investissement massif dans tous les réacteurs, et pour certains, il y a une période de grâce de 5 ans pour certaines mesures. Donc, et là, il y a actuellement des dossiers de demande de redémarrage qui ont été déposés pour une vingtaine de réacteurs. Il y en a 4 qui ont été immédiatement rejetés parce qu'ils n'étaient pas complets ou de toute façon ça n'allait pas. Et puis, actuellement, on est à 2 réacteurs qui ont passé la première étape, c'est-à-dire que leur dossier de sûreté et les plans d'investissement ont été jugés acceptables. Donc, l'exploitant est actuellement en train d'installer ce qu'il a promis d'installer. Et il y a des discussions avec les populations locales pour autoriser le redémarrage. Ça devrait avoir lieu l'année prochaine, si tout va bien. Et donc, le Japon aura passé probablement 1 an et demi sans nucléaire. En revanche, il y a un boom des investissements vers les énergies renouvelables, avec 2 raisons. D'abord, il va ouvrir complètement le marché de l'électricité, comme on a chez nous, à partir de 2016. Et il a mis un tarif de rachat d'électricité renouvelable qui est avantageux, et donc il y a eu investissement massif. Et là, il a dû arrêter parce qu'il avait trop d'investissements, et ça avait complètement changé le marché. Et surtout du solaire qui produit que la journée et pas la nuit, donc il faut le complément la nuit. Et donc il veut baisser le solaire et aller vers la géothermie et l'éolien qui sont plus stables. Donc là, il est en train de revoir entièrement sa politique renouvelable, parce que ça a été un trop grand succès. Donc à moyen terme, j'ai calculé que je pense qu'il y a minimum un tiers du parc qui ne redémarrera jamais au Japon. Et ça sera même probablement la moitié. Pourquoi? Il y a déjà 17 réacteurs qui ont plus de 30 ans. Il y en a 13 qui ont des câbles. L'isolant, il est inflammable. C'était pas interdit, c'est interdit. Il y a des milliers de kilomètres de câbles. C'est quasiment impossible à changer. Il y a certains maintenant qui sont sur des failles sismiques qui sont jugées actives, qui n'étaient pas dans le passé, donc ils ne redémarreraient pas. Il y a une forte opposition locale, et donc une des compagnies pourrait faire faillite. Complètement. Il y a le gel de toutes les nouvelles constructions de réacteurs. En revanche, le gouvernement maintient le retraitement des combustibles usés et la surgénération, alors qu'il n'a pas de réacteur pour recycler derrière. Et il y aura aussi ouverture du marché. La fin, c'était ça, la décontamination, le dernier point. Donc le gouvernement veut que les gens rentrent, en tout cas dans les zones où ils pourront rentrer. Donc il a désigné la zone d'évacuation en 3 zones. Une où il y a moins de 20 millisieverts par an, donc il va décontaminer et dire aux gens vous rentrez. Une où il y a entre 20 et 50 millisieverts par an, il veut décontaminer et vous rentrerez plus tard. Et la zone rouge où c'est retour difficile. C'est pas jamais, c'est difficile. Il s'en est pour des décennies. Et donc pour ça, il a lancé des chantiers de décontamination. Et en revanche, il y a des déchets, il ne sait pas où les mettre. Et donc ça s'accumule partout. Et donc vous voyez, ça c'est des déchets de la décontamination dans une cour d'école, ici dans les maisons, des jardins des maisons. Il n'y a toujours pas de centre de stockage. Il vient enfin de trouver un site pour le centre de stockage. Et en plus, la décontamination, c'est racler les sols, couper les feuilles, enfin ramasser, et mettre ça dans des sacs. Ça ne marche pas aussi bien que ce qu'il avait prévu. Et donc il a trouvé une alternative. Ça c'est une copie d'écran de la télé japonaise. Le 1er avril 2013, tout d'un coup, il a installé des balises un peu partout où vous pouvez accéder sur Internet. Le 1er avril 2013, il y a eu une chute de la contamination. Qu'est-ce qui s'est passé là? En fait, il a changé de balise, il a changé l'unité, donc il est passé du microgray au microsievert, il y a eu un facteur 0,8, et puis il a déplacé la balise d'une dizaine de mètres dans un endroit moins contaminé, et donc sur Internet, ça paraît plus propre, même si dans la réalité, rien n'a changé. Donc ça soit fait rire, soit fait hurler les Japonais, imaginez. Et l'été 2013, il y a eu un changement complet de paradigme. Le gouvernement a reconnu que la décontamination ne permettra pas de passer à des niveaux de contamination basse,
Et donc il a dit, vous allez rentrer dans les zones où il y a moins de 20 millisieverts par an, on va vous fournir des dosimètres et vous allez apprendre à vivre dans les zones contaminées. Vous allez mesurer des dosimètres, vérifier si je vais dans tel champ, je suis plus contaminé, si je mange. Et les statistiques montrent que les gens évacués, la grande majorité ne veut plus rentrer chez elle. Et la dernière carte d'évacuation publiée le 1er octobre 2014 est ici. Et donc il y a eu dans la zone des 20 km 2 petites zones dont l'ordre d'évacuation vient d'être levé, à Tamoula et à Kawaochi. Mais donc les gens ont le droit de rentrer chez eux. Les gens ne sont plus obligés de quitter leur maison. Mais dans les faits, il y en a très peu qui sont retournés. Et à partir du moment où l'ordre d'évacuation est levé, ils vont perdre toutes les indemnisations un an après. Et donc il est en train de grignoter. La suite, c'est vers Minamisoma, le prochain, normalement, où ça devrait être levé. Voilà, j'ai terminé. Si vous voulez aller plus loin, donc il y a les rapports officiels des commissions d'enquête. Donc une commission d'enquête mise en place par le gouvernement, qui est disponible en anglais, il y a quasiment 1 millier de pages. Il y a celle par le Parlement japonais, qui est aussi disponible en anglais, de plusieurs centaines de pages. Et une fondation privée a aussi fait une enquête. La version japonaise est en ligne, la version anglaise, vous devez l'acheter, elle a été publiée dans le commerce. Et TEPCO aussi a publié son propre rapport d'enquête, et jusqu'au 12 octobre 2012, elle a dit que ce n'était pas de sa faute, qu'il y a eu la catastrophe n'était pas due à elle, et ce n'est que le 12 octobre 2012, donc 1 an et demi après, qu'elle a reconnu avoir une part de responsabilité dans l'accident. Moi-même, si vous voulez, j'ai écrit 2 rapports sur la catastrophe, un pour l'autorité de sûreté nucléaire française, l'autre pour Greenpeace International. Ils sont de 2012, donc ils commencent à dater, et vous les trouvez gratuitement en ligne. Donc si ça vous intéresse, et merci pour votre attention.